pense que le truc que j'ai appris, c'est ne pas brasser de deal. Ah. Quand tout le monde fait du sales, personne fait du sales. Alors si on est précis juste dans la gestion locative, pas dans l'immobilier en général, Ouais. et en France, Ouais. on sera à 400 millions. On estime entre 80 et 90% de lignes de code qui sont faites via IA. Moi, je comprends pas encore. Pour moi, c'est du bullshit. Il nous ment. Du coup, les comptables vous Comptable détestent. Oui. Ils ne savent pas. Hein. Aujourd'hui, on reçoit Antoine Baranco, entrepreneur et cofondateur de Rivage, une startup lancée en janvier 2025 avec une mission ambitieuse, réinventer la gestion locative grâce à l'intelligence artificielle. Avec plus de 70% de la population qui est propriétaire et plus de 200 milliards d'euros de transactions en 2022, l'immobilier est l'investissement préféré des Français. Et Rivage veut en dépoussiérer les coulisses. Ce qui rend cette interview unique, c'est que Rivage est encore en plein lancement, une plongée rare dans les tout débuts d'une startup tech, là où tout se crée, s'expérimente et où chaque décision compte. Qu'est-ce que tu penses du marché de l'immobilier en France? C'est très compliqué comme question. Alors, ce serait un avis pas forcément d'expert dans le sens où moi je suis plus en interne et je travaille avec les agences immobilières. Ouais. Le marché est compliqué. Ok. Cette question, elle est Qu'est-ce qui compliquée, te hein. donne l'impression qu'il est compliqué? C'est les agences immobilières qui t'ont. Enfin, t'as un retour ou toi tu fais. En fait, moi, c'est compliqué parce que je suis beaucoup, je parle beaucoup avec des gens qui sont experts dans le domaine, tu vois. Ok. Du coup, qui vont beaucoup investir, qui vont beaucoup entreprendre, et eux, en fait, ils trouvent une rentabilité dans beaucoup d'appartements, tu vois. Ok. Parce qu'en fait, ils sont experts du métier, ils comprennent, ils ont des contacts, et du coup, c'est beaucoup plus simple de trouver une rentabilité sur pas mal de lots. Ok. Souvent, ils vont investir dans plusieurs catégories. Il y en a qui vont faire du neuf, il y en a qui vont faire de l'ancien avec des travaux, etc. Donc, il y a plein de choses à faire pour avoir une rentabilité. En vrai, tu peux facilement avoir des investissements qui sont très rentables. Ok. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué quand tu connais pas du tout le marché, Ok. quand tu sais pas comment t'y prendre. Tu vas écouter des gens qui vont te dire achète ce bien-là, ça marche bien, alors que potentiellement il y a des travaux à faire et ils y connaissent rien. Du coup, ils vont payer des artisans, ils n'ont pas de contact dans les artisans, du coup, ça va leur coûter super cher. Et du coup, ouais, c'est assez compliqué. Et après, moi, j'ai toujours cette vision de l'achat et vente. Je trouve ça super intéressant. Je suis pas très manuel malheureusement, mais si je savais, j'achèterais des biens avec, où je peux faire des travaux dessus. Je trouve ça super rentable. Pour la gestion locative, en travaillant dedans, ça me repousse vraiment énormément. Même si ça peut être très rentable et si tu achètes, en fait, si tu as un gros capital et que tu achètes énormément de biens, ça peut être très rentable et c'est bien. Mais le nombre de risques, que ce soit en termes de casse, en termes de loyer impayé, les coûts que tu peux avoir sur une agence immobilière qui sont énormes, c'est du 10%, des fois, ça monte à 10%. Ça peut être très cher, ouais. Surtout que c'est juste sur la gestion, parce qu'après, quand tu as la mise en location, on te prend presque un loyer entier. Donc ça, c'est énorme. Donc tu es presque obligé de le faire, enfin, de le louer en direct. Moi, un de mes associés, il a acheté un immeuble avec 3 lots quand on était encore chez Manda, donc une agence digitale qui prenait le parti d'être moins cher que toute la concurrence. En plus, on avait des offres en interne. Il a quand même préféré le louer lui-même, alors que c'est à Lille et qu'il est à Paris, juste parce qu'en fait, c'est plus rentable et en fait, il ne pouvait pas, quoi. En plus, raison de plus, lui, c'est un appartement qui a beaucoup d'étudiants. Du coup, ça reloue tous les ans. Donc, tous les ans, tu te prends un loyer en moins. Donc c'est énorme. Ouais, les frais de changement de loyer, ça peut vite chiffrer. C'est ça. Ok. Après, il y a des agences qui ont des pourcentages, des fois, par exemple, 10%, c'est énorme. Mais par contre, ils ne te facturent pas la location et c'est intéressant pour des colocs à la chambre, par exemple. Donc, tu as quand même des moyens de contourner ça. Mais les agences immobilières, ouais, c'est très cher. Et en plus, la qualité passe souvent au rendez-vous. On essaie de résoudre ce problème chez Rivage. Noble mission. Du coup, voilà. Si je devais investir, en tout cas, ce serait pas dans l'immobilier. Ok, ouais, c'est intéressant parce que l'immobilier, c'est l'investissement préféré des Français. Donc, c'est assez marrant que qu'une personne qui est dans ce domaine-là nous dise bon, en vrai, voilà quoi. Ce que j'en déduis de ton discours, c'est que finalement, c'est un domaine d'expert si tu veux faire de l'achat de la revente. Ou alors que la location, franchement, il faut avoir beaucoup de capital parce que sinon, c'est pas rentable de s'embêter avec tous les frais, toutes les complications qu'il peut y avoir finalement. Exactement. Ok. Un domaine d'expert et un domaine qui reste quand même chronophage dans tous les cas. Ouais. Faut pas se dire j'investis dans la pierre et tout va se passer bien. Non, c'est pas du tout le cas. Mais des gens disent que c'est de l'investissement passif, ce qui est faux en soi. Non, c'est pas passif parce que tu ne fais pas rien. Quand on t'envoie un message du genre ah j'ai cassé le mur, merci. Et du coup, tu as mentionné Manda. Donc tu as travaillé pour eux en tant que salarié pendant quelques années. Tu as choisi cette entreprise parce que tu étais intéressé par l'immobilier, le secteur, ou qu'est-ce qui t'a fait dire je vais travailler chez Manda? Yes. Alors Manda, du coup, c'est issu de la fusion entre Flatlooker et Losyndic, donc deux startups dans l'immobilier. Flatlooker qui gérait plus la gestion locative et la transaction.
Ok. Et le syndic qui gérait du coup le syndic. Il y a un fonds d'investissement qui est arrivé, qui a dit mettez-vous ensemble, comme ça vous faites les 4 verticales de l'immobilier et vous concurrencez les énormes franchisés comme foncières. C'est ça l'objectif. Donc moi j'ai vraiment plus travaillé chez Flatlooker pendant 3 ans, qui avait vraiment une ADN très start-up. Et c'est pour ça que je suis allé vers cette boîte. À la fois pour le métier qui est ultra intéressant. Autant je ne suis pas intéressé pour investir dans l'immobilier. Par contre, le métier de l'immobilier est passionnant parce qu'il y a énormément de réglementations, il y a énormément de cas spécifiques, il y a plein de choses. Et en fait, créer un produit sur l'immobilier, c'est ultra intéressant. Ouais, j'ai fait mon stage là-bas. En plus de ça, le côté start-up, moi je suis arrivé dans les premiers employés. Donc très intéressant, j'avais beaucoup très dynamique. Très dynamique, assez jeune, j'avais beaucoup de poids aussi, mine de rien. Assez rapidement, même en stage, tu avais réussi à avoir un peu d'impact, tu sentais? Ouais, pour vous donner un exemple, dès le stage, j'étais en duo avec un autre développeur sur la partie des loyers impayés. Du coup, tout ce qui est la gestion, on était connecté avec Stripe, énorme prestataire de paiement, le plus gros. Et du coup, on gérait tous les flux des paiements de la gestion des loyers impayés, du coup l'assurance qui payait, de rétribuer le propriétaire. Très critique, hein. Globalement, c'était un bug, il y a de l'argent qui passe pas, c'est la partie la plus critique de l'application. Et j'étais celui qui a codé le plus sur ce projet dès le stage. Ok, c'est hyper intéressant parce que du coup, dès le début, tu vois une responsabilité et tu vois ton impact vraiment dans l'entreprise. Donc, je pense que c'est plus motivant aussi. Ouais, et en fait, dès le début, dès la fin de mon stage, j'étais en mode, c'est un peu ma boîte, quoi. J'ai pas de part dedans, mais par contre, j'ai le sentiment d'appartenance à cette boîte. En plus, le fait que l'ambiance est très jeune et du coup, tu es proche des gens, tu as vraiment ce sentiment d'appartenance qui marche bien et qui te fait travailler plus. Et en vrai, tu le sais, hein, tu sais très bien que bon, ça ne reste pas ta boîte et que tu gagnes pas plus à travailler. Mais en fait, tu as quand même ce sentiment où tu as envie que la boîte qu'elle réussisse. Qu'elle explose, quoi. En vrai, c'était trop bien, tu vois. Ouais, tu as vraiment la culture de l'entreprise qui t'a vraiment encouragé, qui t'a vraiment plu et qui t'a donné envie de faire des choses. Parce que finalement, c'est plus sympa de faire du travail où ça nous plaît, même si on y passe plus de temps. Si ça nous plaît, c'est pas pareil que si on y va à reculons. Exactement. Voilà, c'est pas pareil, quoi. Ouais, alors le principe de BSPCE, donc un peu les stock options, mais aux États-Unis, on va pas te donner des parts parce qu'on ne peut pas. En fait, il faut qu'il y ait une ouverture au capital à un moment pour donner des parts. Et en fait, on te donne une option d'achat que tu pourras exercer par la suite quand il y aura un mouvement au capital, que ce soit un rachat ou une levée de fonds. Et du coup, par contre, on te donne un certain prix. Imaginons que c'est 1 000 € la part. Et par contre, si elle en vaut 10 000 plus tard, bah, tu pourras la racheter à 1 000 €. Et du coup, si tu vends une part à 1 000 € et tu auras 9 000 €, tu auras gagné 9 000 € dans l'histoire. Et le problème, c'est que du coup, s'il n'y a pas de mouvement au capital, bah, en fait, tu peux juste jamais Oui, parce que finalement, c'est valu à zéro, quoi, à la fin, ça. parce qu'il n'y a pas de valorisation. Et souvent, c'est un gros piège sur les startups parce que bah, tu peux moins payer. Mais tu peux offrir des BSPCE et on te dit mais tu vas avoir plein de parts dans la boîte, sauf qu'en fait s'il n'y a jamais de levée de fonds, s'il n'y a jamais de rachat, bah, tu ne peux jamais les exercer et en fait tu n'as jamais cet argent-là. Après, c'est un pari que tu fais. Si tu rentres dans une startup, tu es payé moins et tu dis ok, je préfère avoir des parts. Ouais, moi j'ai tendance à penser, je pense que je le dirais à mes prochains employés, c'est on va vous donner des BSPCE parce que c'est assez facile de vous en donner. Enfin, quoique il y a quand même, faut prendre un avocat et tout pour le faire, mais bon, c'est plus ou moins facile et c'est gratuit surtout pour une entreprise. Je vous en donne parce que j'ai envie que vous ayez une part dans cette boîte et que vous soyez attaché à cette boîte. Mais par contre, le vrai pari que vous faites, c'est que dans une startup, vous allez beaucoup plus évoluer et beaucoup plus apprendre de choses parce qu'en fait, vous allez toucher à plein de choses et c'est là où on va vous apporter le plus. Et en vrai, les BSPCE, bah, il y a très peu de chances qu'on soit une licorne plus tard. Il y a des chances qu'on fasse x2, x3, peut-être x10. Mais ça va pas du tout rendre riche, tu vois. Les Mistral et tout qui sont devenus tous riches, hein, ceux qui ont eu des BSPCE, bah, c'est une startup tous les 2-3 ans, tu vois. Du coup, le vrai pari pour moi, il est d'apprendre énormément en startup. Mais par contre, sur les BSPCE, c'est bien, mais c'est pas du tout. Ça va jamais compenser peut-être les 10 000 € ou les 20 000 € d'écart que tu auras par rapport à un grand groupe. Plus en plus, tu n'as pas d'aide en plus dans les startups souvent. Tu n'as pas de CE, etc. Oui, parce que c'est lié à la taille de l'entreprise, c'est ça. Mais c'est intéressant parce qu'aux États-Unis, notamment à San Francisco, normalement, ils te donnent quasiment automatiquement, quand tu rentres dans une entreprise, tu es dans une startup, c'est dans la culture de donner des parts. Mais pas en France, du coup. En France, tu peux travailler dans une startup, être premier employé et parfois ne pas avoir de parts. Ça existe ou c'est dans la… Alors oui, ça existe. Ok. Ça arrive que ce soit aussi en fonction du profil. Malheureusement, en France, on juge pas mal au profil et en fait, peut-être un ingénieur, il va avoir plus de parts qu'un commercial ou un customer success. Ça arrive. C'est marrant. Donc c'est le cas dans une startup. Ça peut se défendre. C'est vrai que vous avez dit, j'ai l'impression que tout le monde en a et que c'est beaucoup plus. Tant que tu vas te donner, tu vas les avoir. Autant cette différence de salaire, elle est compréhensible, mais sur les BSPCE, c'est un peu plus débattable. Mais ouais, pour le coup, ça arrive que certaines startups n'en aient pas. Ok, intéressant. Ok, merci pour l'encart en tout cas. Franchement, c'est pas un truc qu'on connaissait sur les startups en France.
Tes cofondateurs ont aussi travaillé chez Manda, on a vu. Et du coup, je suppose que c'est là-bas que vous vous êtes rencontrés et que vous vous êtes dit, on va faire. Et quel a été le déclic pour vous dire, on va faire une startup ensemble, nous, ces personnes-là? Alors, 3 profils, on a toujours voulu entreprendre. Ok. On s'en était déjà parlé. Ok. Mais on s'était toujours dit, bon, les 3 profils techniques, ça ne matche pas ensemble, ça sert à rien, on ne montera pas de boîte ensemble. La fusion est arrivée, comme je l'avais dit juste avant. Du coup, souvent, quand il y a une fusion qui se passe, assez rarement ça se passe bien. Du coup, énormément de gens qui sont partis. Du coup, nous, on en avait marre. Et on s'est dit, on n'a pas envie de ne plus travailler ensemble, parce que ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, ça fait 3 ans que ça marche très bien ensemble. On a une vision sur l'immobilier qui se valorise énormément, parce qu'en fait, on a une expertise sur le métier qui est importante, notamment sur la comptabilité. Et on a compris que, en fait, le cœur du métier pour une agence de gestion locative, c'est la comptabilité. Ok. On peut penser que c'est la gestion des incidents et tout. Oui, mais en fait, le rôle principal d'une agence immobilière, c'est de gérer l'argent d'une autre personne, les propriétaires. Ok. Ils vont récupérer l'argent des locataires et le redistribuer aux propriétaires. Et si il faut faire des interventions, des travaux, ils vont utiliser cet argent-là pour le faire. Ok. Et du coup, c'est vraiment le cœur, c'est cette comptabilité qui est très complexe. Bon, une entreprise, d'habitude, tu as les fournisseurs, les clients, plus, moins, c'est plus ou moins simple. En vrai, c'est quand même plus compliqué que ça. Oui. Mais, le fait qu'il y ait énormément de tiers différents, parce qu'il y en a beaucoup plus encore que juste locataires, propriétaires et fournisseurs, fait que c'est très complexe et qu'on se rendait compte qu'il n'y avait pas de logiciel actuellement sur le marché qui arrivait à résoudre cette problématique-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est lancé avec notre expertise, notre compréhension du marché et du métier, et aussi le fait qu'on travaille ensemble depuis 3 ans, qu'on se connaît, qu'on s'adore, qu'on est amis dans la vraie vie, et qu'on a envie un peu de rester ensemble encore un petit peu de temps. Donc, tu as toujours voulu entreprendre? Toujours. Ok. Enfin, toujours. Non, J'avais mais 5 ans, non. t'en sais rien. Non, c'est peut-être pas grand-chose. Et du coup, pourquoi tu n'as pas, par exemple, entrepris soit pendant tes études ou soit directement après? Alors, moi déjà, j'ai un problème. Pourquoi j'ai toujours voulu entreprendre, c'est aussi j'ai pas envie d'avoir un manager. J'ai toujours le rapport à l'autorité, c'est assez compliqué pour moi. Donc déjà, ça c'est une des raisons. C'était la première raison. Maintenant, ça a un peu changé parce que j'ai vu ce que c'était vraiment entreprendre. Et entreprendre après l'école, déjà j'ai été vachement bouffé par les assos et par la vie étudiante. Et mon rapport au travail n'était pas forcément le meilleur. Et j'avais pas j'avais besoin de reprendre un cadre et d'apprendre énormément en entreprise. Et je suis assez convaincu, surtout dans le domaine où on est, donc d'un service qu'on vend à d'autres entreprises, très métier, très complexe. Si tu n'as pas pris quelques années dans le monde du travail, c'est compliqué sur certains sujets d'avancer. C'est possible, entreprendre après l'école, c'est possible, mais les 4 ans d'expérience que tu as, je dirais 3-4 ans, parce que souvent au bout de 3 ans, les gens partent, que tu peux avoir au début, je pense qu'elles sont primordiales sur certains sujets et ça va t'éviter beaucoup d'erreurs. C'est intéressant parce que justement, il y a beaucoup cette narrative, les college drop-out, donc les gens qui drop-out de leurs universités pour directement entreprendre à 18, parfois 17 ans. 17, 18, 19 ans, c'est un peu la culture qu'on voit aux États-Unis qui est un peu dans l'extrême de mettre sur leur CV, ah ouais, moi j'étais allé dans cette université qui est incroyable et j'ai quitté dès la première année. Et du coup, c'est un peu l'opposé de ce que tu racontes, c'est marrant. Je dis pas que je suis pour l'un ou l'autre, c'est pas mon point, mais c'est juste marrant de voir cette narrative qui dit ouais, il faut tout abandonner, va directement entreprendre. Et toi, tu dis c'est mieux de prendre un peu de recul, de prendre un peu d'expérience et ensuite de se capitaliser sur cette expérience. Mais après, les deux se valent. Mais moi, si j'avais pas fait ces 4 ans d'entreprise, j'aurais pas eu le réseau que j'ai actuellement, j'aurais pas eu les connaissances, j'aurais pas eu les associés, les connaissances métiers, mais les connaissances techniques aussi, parce que là, actuellement, j'ai toutes les connaissances techniques que j'ai eues avant. Enfin, c'est énormément de choses. Le réseau, j'en parle à la fois, les premiers clients, c'est du réseau qu'on a eu, mais aussi des mentors qu'on a actuellement, des gens avec qui me posent énormément de questions, c'est aussi notre réseau. Et tout ça, tu le sors d'école, tu l'as pas. Après, effectivement, si tu n'as pas envie d'être en entreprise, tu as directement cette énergie-là en sortant d'école, va entreprendre. Tu vas prendre tu vas avoir des erreurs, tu vas faire beaucoup plus d'erreurs au début, mais d'un côté, tu auras 3 ans d'avance et ça peut marcher. Tu vas aussi beaucoup apprendre tes erreurs finalement, même si effectivement, tu as plus de chances de faire beaucoup d'erreurs que si tu as 3-4 ans d'expérience. Après, tu disais que tu travaillais pas beaucoup en école, mais après, les assos, mine de rien, c'est du travail qui est utile, je pense, dans le monde entrepreneurial, non? C'est pas forcément le même type de travail, on va dire, mais je pense qu'il y a des points communs qu'on peut en tirer, non? Mais je pense que c'est plutôt. Tu vas pas forcément apprendre énormément en asso, mais tu vas plus te révéler dans le sens où c'est certains types de profils qui vont se donner beaucoup plus en asso. Et en fait, tu vas comprendre que tu as envie de créer. Souvent, c'est les gens qui ont envie de créer, qui ont envie de mettre en place des choses. Et je suis pas sûr que tu apprennes énormément. Alors oui. Je pense au relationnel principalement, peut-être. En relationnel, l'appétence au risque aussi. En vrai, mine de rien, il peut se passer des choses assez chiantes. Comment tu réagis au moment où il y a des problématiques. Ne pas stresser, juste prendre les choses, c'est pas grave et tu vas trouver une solution. Et effectivement, ça apprend ce genre de sujet.
mais quand même, le monde d'entreprise, c'est très Ouais. différent. Ouais, non, je suis d'accord. Mais après, je pensais plus que c'était complémentaire. Oui. Ça pouvait t'apprendre des choses qui sont complémentaires qu'on voit pas forcément Ouais. dans les études. Non, moi, je pense que le truc que j'ai appris, c'est ne pas brasser de vide. Ça veut dire Dans quoi, mon ne pas asso. brasser le vide? En fait, quand j'étais en asso, du coup, BDE, je faisais partie de toutes les réunions. Et si toutes les réunions faisaient 1 heure, il y en avait peut-être une par semaine par pôle. Mhm. Et pendant 1 heure, on disait rien. La réunionnite aiguë, Ouais, comme on c'est aime ça. bien dire en France. Et moi, je me suis dit, bah, c'est un problème d'asso parce qu'on est étudiant. J'arrive Ouais. en entreprise, ça, c'est plus 1 heure les réunions, mais c'est 3 heures en fait. Et on dit rien. Et, Oui, c'est un problème que j'ai pu voir aussi dans mon Ouais. expérience en entreprise, c'est que des fois, tu as des réunions, tu te dis, mais pourquoi je suis là déjà des fois? Parce que tu te dis, ok, peut-être que c'est tangent, mais peut-être que finalement, s'il y a vraiment un sujet qui me concerne, on peut me faire un résumé à la fin ou autre. Et des fois, c'est juste, tu te dis, mais pourquoi on est 3 heures dans ce meeting? c'est horrible. Et c'est pas efficient, parce que tu te dis, mais on remplit quoi des fois? Donc ouais, je comprends le problème. Et pour revenir sur tes cofondateurs, comment tu t'es dit, genre, eux, c'est les gens avec qui j'ai envie de travailler? Parce que trouver des cofondateurs en qui tu as confiance, qui travaillent bien, etc., c'est super difficile, hein. Alors, déjà, c'est des amis très proches. Tout le monde m'a dit, ne entreprends pas avec des amis très proches. Faux. J'ai beaucoup travaillé avec eux pendant 3 ans, j'ai travaillé avec eux. Du coup, avec Grégory, qui est plus sur la partie technique, on était associés sur le développement. Et Alex, lui, qui est plus la partie produit. Donc, moi, j'étais team lead, lui était produit d'une squad. Donc, vraiment, on a travaillé énormément ensemble et ça marchait bien, c'était très fluide. Et quand il y avait d'autres personnes qui venaient travailler avec nous, souvent, ils n'arrivaient pas forcément à suivre nos conversations ou il y avait moins de compréhension. Et ça, ça se valorise énormément d'avoir 3 personnes avec qui le feeling passe direct et sur un sujet qui pourrait être traité en réunion, hein, souvent. Bah, nous, on va en parler 5 minutes, on va être d'accord. Même si au début, on n'est pas d'accord, à la fin, on va trouver une solution et ça va vite. Du coup, ce fait-là qu'on savait travailler ensemble et qu'en plus, je sais qu'ils sont bons, j'ai envie d'être accompagné de gens qui sont forts, que je sens intelligents, que je sens smart. Bah, j'ai pas hésité, en fait. Genre, vraiment, c'était... je pense qu'on en a parlé. Le lendemain, on était fixé. Ah ouais? On y va, ouais. Ouais, donc il y a une efficacité de communication qui est forte. Ouais. Que ce soit pour la prise de décision, pour une problématique, un sujet, non, ça va très 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 vite. Et ça, pour entreprendre, c'est quand même, c'est quand même important. Ok. Et la répartition des rôles, comment vous avez dit qui fait quoi? Alors ça, c'était un sujet assez compliqué. Je l'ai dit en début d'interview, on était 3 profils techniques. Et au début, on se disait, on ne peut pas entreprendre ensemble parce qu'il nous manque peut-être un commercial, peut-être quelqu'un qui a une vision de business. En vrai, ça a été un problème à un moment parce qu'on s'est dit, bon, qui fait du commercial, qui sales? Au début, on s'est dit, bon, on fait tous du sales. Quand tout le monde fait du sales, personne fait du sales. Voilà, c'est le problème. Du coup, on a changé un peu. Et moi, je me concentre sur la partie technique. RH aussi, c'est moi qui me suis occupé du recrutement. Et un peu tout ce qui est stratégie. Faire le business plan, faire la stratégie go-to-market, etc. Alex, qui était le product manager avant, qui a un relationnel qui est assez bon, s'occupe de la partie commerciale. Du coup, beaucoup de prospection de son côté. Et il a toujours cette vision produit. En fait, c'est trop bien parce que vu qu'il avait une vision produit avant, vu qu'il il reprend beaucoup de retours du marché, vu qu'il est toujours en contact avec eux, il nous les redescend et ça, c'est ultra important. Et Grégory, du coup, lui, il est resté dans la partie très technique, où il est très fort. Et c'est aussi un peu le petit artiste du groupe. C'est lui qui nous fait nos petites vidéos, etc. Ah, trop bien. Et du coup, voilà comment s'est réparti le rôle. Pas faire vraiment naturellement, mais quand on a compris que c'était pas une solution de tout faire du sales. Ouais, bah, si tout le monde fait tout, finalement, comme tu disais, personne ne fait rien. C'est ça. Il a fallu un peu faire des concessions. Ouais, c'est un gros problème de défocus. Si t'es pas à fond dans ton truc, c'est très compliqué. Ouais, je comprends. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots le problème que Rivage résout et pourquoi les gens devraient utiliser Rivage? Si jamais vous êtes intéressé, c'est le moment. Comme je le disais en début d'interview, c'est très important de comprendre que le cœur du métier d'une agence de gestion locative, c'est la comptabilité, c'est de gérer l'argent des propriétaires, donc l'argent qui vient des locataires, puis de leur distribuer et de payer potentiellement des fournisseurs. Et en fait, on s'est rendu compte que cette gestion de la comptabilité est très complexe et peu de logiciels, parce qu'on a fait une étude de marché en voyant les logiciels concurrents. Soit c'est des logiciels historiques qui gèrent plutôt bien cette partie, mais qui ont un retard énorme technologique. Soit c'est des nouveaux arrivants, mais qui n'ont pas compris en fait que la comptabilité est la base de tout. Et du coup, ils ont des logiciels qui ne sont pas complets en termes de comptabilité. Et les agences qui cherchent des nouveaux logiciels dans l'air du temps, qui peuvent être connectés avec d'autres outils, qui ont de l'IA intégrée, donc tous ces genres de trucs, il n'y en a pas sur le marché. Et du coup, nous, on résout cette problématique d'outillage pour les agences immobilières. Pour vous dire, actuellement, les agences immobilières, on a tous eu des problèmes avec l'immobilier, que ce soit en tant que locataire ou en tant que propriétaire. Le service client, il est désastreux. Il y a un NPS de moins 46. La plupart des copropriétaires côté syndic ne sont pas satisfaits. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on redonne les outils aux agences immobilières pour qu'elles puissent avoir cette satisfaction client, donc automatiser énormément de choses pour qu'elles puissent se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée.
Ok, très bien. Tu as dit que vous avez vérifié auprès du marché si votre idée résolvait réellement un problème. Mmh. Comment est-ce que vous avez fait pour faire ça? Parce que finalement, c'est très compliqué. Tu lances une start-up, tu sais pas si ton idée, en fait, est bonne ou pas. Et donc, du coup, tu dois vérifier auprès de tes potentiels clients. Yes. Alors ça, c'est la partie, c'est assez compliqué pour le coup. Mmh. Nous, on l'a commencé, du coup, avant de monter la boîte où, on était, on a un énorme réseau dans l'immobilier par, le fait qu'on ait travaillé dans l'immobilier. Du coup, on a fait des interviews avec beaucoup de gens, que ce soit des gestionnaires qui, Mmh. eux, sont au cœur du métier, avec des directeurs d'agence où on leur a parlé, de cette problématique-là, et aussi avec des comptables. Du coup, forcément, on fait de la comptabilité. Ouais. Et au début, on leur a jamais parlé de la solution qu'on avait en tête. On leur a juste demandé c'est quoi les problématiques, sur quel outil vous travaillez, est-ce que votre outil vous satisfait. Et en fait, au bout de 1, 2, 3, une dizaine de calls, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, effectivement, il y a un problème qui est clairement explicite sur les outils. Et c'est là où on a confirmé notre idée et qu'on s'est lancé dedans. Ok, mais comment tu fais la différence entre un problème, il dit, ok, c'est ça mon problème, et est-ce qu'il est prêt à payer pour Pour le résoudre, problème. pour résoudre ce problème? Parce qu'en général, c'est pas forcément les deux. Ouais, alors je suis d'accord. Quand tu vas parler aux utilisateurs, donc comptables et gestionnaires, eux, ils vont te donner le problème, mais ils vont pas te donner s'ils sont prêts à payer, parce qu'ils sont pas décisionnaires. Mhm. Et du coup, c'est plus quand tu vas faire une interview, tu vas plus parler de est-ce que vous êtes prêt à payer pour un nouvel outil? Est-ce que, enfin, le but c'est de pas les biaiser, donc de pas en parler dès le début, Ouais. et dès que tu te rends compte qu'ils ont un problème sur leur outil, est-ce que vous voudrez chercher un autre outil? Oui. Quelle chose vous voudrez avoir sur cet outil? Est-ce que vous serez prêt à payer plus là-dessus? Si ça vous empêche un recrutement par exemple, et ben, est-ce que vous serez prêt à payer, etc. Du coup, grâce à ces questions, tu comprends qu'il y a un problème et que tu Mhm. comprends que tu peux le monétiser. Ok, trop bien. Et à combien vous estimez environ le marché que vous êtes en train d'attaquer? Ça veut dire que si vous avez 100% des parts du marché de ce que vous êtes en train de Mmh. faire, combien ça serait? Alors si on est précis juste dans la gestion locative, pas dans l'immobilier en général Ouais. et Ouais. en France, Ouais. Ouais. on sera à 400 millions. 400 millions. Ah, Ok. quand même, c'est un beau gâteau, quand même. Voilà. Et c'est qui, grosso modo, vos compétiteurs? Donc, tu as dit c'est des softwares historiques. Alors il y a 2 catégories, ouais, il y a les logiciels traditionnels, Mhm. qui sont là depuis assez longtemps, qui sont souvent des boîtes qui font plusieurs verticales, que ce soit dans l'immobilier, la santé, etc. Ah, ok. Donc c'est gros éditeurs de logiciels qui vont racheter tout souvent les petits, etc. Mais qui eux ont un retard sur la technologie. Mhm. Et il y a des nouveaux acteurs, mais qui sont, selon nous, qui n'ont pas pris le bon virage dans la comptabilité. Donc nous, on est quand même plus un nouvel Mhm. acteur, mais qui se donne une vraie ADN comptabilité. Et donc voilà, c'est nos 2 concurrents, il y en a quand même énormément. Ok. Mais Il y en a beaucoup, non? ouais, une dizaine au moins. Une dizaine. Ok, Ah, parce quand que même. nous, notre comptable, il utilise Penny Lane. Je sais pas si tu peux. Alors ça, c'est un peu différent. Mais Paylane, c'est vraiment pour les entreprises en général. ouais. Et du coup, Paylane te permet de gérer la comptabilité de ton entreprise, mais elle ne te permet pas de gérer une comptabilité. Enfin, tu peux, mais Ouais. c'est pas adapté pour une comptabilité de gestion locative. Ok. Parce que autant une agence, typiquement Manda, Ouais. avait son système de comptabilité en interne développé Mhm. et utilisait Paylane à côté. Mais Paylane, c'était vraiment pour Pour le paiement l'entreprise. d'entreprise. Donc pour tout ce qui est loyer, enfin loyer salaire, les achats par exemple d'outils, etc. Mais par contre, ton outil pour comptabilité de tes propriétaires, tu gères la comptabilité des propriétaires, pas de ton entreprise. Du coup, Paylane ne te Mhm. permet pas efficacement de le faire. Ok. Ok. Mais ça veut dire que tu dois quand même avoir plusieurs softwares en même temps, Ouais, logiciels. mais en fait, les 2 comptabilités sont vraiment indépendantes parce que d'un côté, c'est celle de propriétaire et de Mhm. l'autre côté, c'est celle de l'entreprise. Du coup, c'est pas dérangeant d'avoir les 2 différents. Ok. Mm. Il y a juste la partie honoraire que tu vas récupérer, mais sinon, vraiment, les 2 comptabilités sont différentes. Oui, parce que c'est pas les mêmes parties, de toute Ouais, façon, c'est des ça. deux côtés. Tu as mentionné que c'était un marché qui était en France. Comment tu fais, puisque tu as mentionné que la comptabilité était très cadrée, très régulée, qu'est-ce qui se passe si jamais les régulations changent? Parce que la France, on le sait que c'est quand même un peu un millefeuille administratif qui a tendance des fois à bouger un petit peu. Mm. Et est-ce que ça vous impacte et comment tu penses gérer ce problème-là? Yes, alors, Si jamais ça arrive. c'est déjà le cas en soi, il y a déjà Ok. des lois qui changent. Alors, je suis pas expert, mais apparemment, le Pinel va changer, voire mourir. Typiquement, c'est quelque chose qu'on a implémenté et en fait, t'as pas trop de solution, hein, juste tu es agile et Mhm. il faut prendre connaissance de ce qui se passe dans le marché, il faut faire beaucoup de veille, c'est important. Parce Mm. qu'en fait, si tu le sais pas et que tu mets pas à jour, c'est pas possible. Donc, s'abonner soit aux newsletters, soit regarder fréquemment ce qui se passe. Et juste, faut être agile, il faut modifier ce qui se passe et itérer rapidement, quoi. C'est un avantage que vous aurez potentiellement sur les outils qui sont un peu plus vieux, historiques, qui sont peut-être moins agiles ou moins rapides pour C'est s'adapter possible. à ces nouvelles régulations, peut-être. Ça peut être un avantage, mais d'un côté, ça va aussi nous retarder, nous, sur l'innovation, où on veut vraiment s'axer, et nous, on veut vraiment avancer sur l'innovation. Et du coup, si on prend du temps sur des réglementations qui changent, c'est quand même assez frustrant. Quand eux, ils n'ont pas forcément vocation à évoluer énormément parce qu'ils sont déjà installés, Mhm. Ok. ils vont moins innover, du coup, c'est peut-être moins avantageux pour nous, d'un autre côté. Ok. Je comprends. Et en ce moment, c'est quoi vos challenges? Genre, là, avec vos cofondateurs, c'est quoi les problèmes que vous êtes en train de résoudre maintenant, vos objectifs? Nos objectifs, là, c'est Ouais. vraiment de percer le marché. Alors, il y a eu une
grosse partie, la première phase, c'est de consolider, enfin créer le MVP, donc la première version commercialisable, Mmh. ce qui est très compliqué sur un logiciel métier, surtout de comptabilité. Parce qu'on te dit toujours, fais la version la plus simple possible au début pour la vendre. Ouais. C'est le cas dans beaucoup de startups. C'est pas le cas quand tu fais un logiciel métier où il y a un socle de fonctionnalités qui sont nécessaires. Sinon, juste, tu ne peux pas le commercialiser, personne ne le Ouais. voudra. Mm. Du coup, c'était notre première phase de vraiment pouvoir commercialiser cet outil. Donc, on était à fond développement, à fond produit. Ça a pris combien de temps? Ça a pris à peu près 7 mois. C'est peu, c'est très peu. OK. Mais en fait, l'avancement de l'IA, le fait d'arriver sur une autre code base, le fait d'avoir une connaissance métier avant et une connaissance technique sur les enjeux, Mmh. de par notre expérience chez Manda, nous a permis d'aller super vite. Du coup, ça nous a pris 7 mois à peu près. Vous avez codé tous les 3? Enfin, développé tous les 3? Ouais. OK. OK. Vous avez utilisé des outils, par exemple, j'ai n'importe quoi, des outils pour vous aider, IA, pour faire Cursor, et cetera? Ou enfin, comment vous avez fait pour vous développer si vite? Ouais, alors, ouais, on est 100% sur Cursor. OK. OK. Quand je dis 100% sur Cursor, on a, je dirais on estime entre 80 et 90% de lignes de code qui sont faites via IA. OK. Donc Oh, on est intéressant. vraiment, Ouais. et c'est pas du tout, donc il y a des gens qui pourraient se dire: «C'est énorme». Pour vous donner la stat, YC qui est un incubateur à San Oui. Francisco, ils avaient sorti une stat il y a peut-être 6 mois, un truc comme ça, où ils se disaient, que 90% de leurs startups avaient à peu près ces chiffres-là aussi, entre 80 et 90% de lignes de code via Mmh. IA. Mmh. Et ça nous avait surpris en mode: «Mais c'est énorme». Et après on avait fait le calcul de notre côté, on s'est dit: «Mais en fait, nous aussi, on est à ce même taux-là, en Ouais. fait». Et je pense que sur les nouvelles startups, c'est normal. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Cursor, c'est vraiment incroyable. Et vous checkez les lignes de code que vous pushez? Enfin, Ouais. ouais. Alors, en fait, on n'est plus vraiment je dirais qu'on est plus des relecteurs maintenant que des Oui. développeurs. Ouais. Donc avec Greg, avec qui on code le plus, en fait, l'objectif, c'est de garder la qualité. Donc pendant que l'IA va coder, parce que tu as demandé de faire tout un chemin et tu as fait un plan avec elle, nous, on va s'occuper de réfléchir aux problématiques, aux potentielles failles de sécurité, de performance, Mmh. les cas spécifiques, les cases du coup qui pourraient arriver. Et en fait, nous, notre objectif, c'est de réfléchir en même temps qu'il y a code pour pouvoir itérer, Mmh. vérifier tout ce qui est passé dans une première partie. Et après, on va quand même envoyer ce qu'on a fait en code à notre binôme pour que lui fasse un double check. OK. Et du coup, on passe beaucoup, beaucoup plus de temps à relire actuellement que à coder. Finalement, vous faites les tâches qui ont plus de valeur ajoutée finalement. Exactement. Ça revient toujours au même logique truc. finalement. Ouais, mais ça revient toujours au même problème Ouais, finalement. c'est ça. Mais après, il y a beaucoup de gens qui utilisent Cursor ou Lovable ou d'autres outils comme ça et qui ne relisent pas. Ouais, bah ça c'est un Ça, on en a problème. vu beaucoup, Et ouais. bah ça marchera sur 1 an, mais pas plus. Après, ça Ouais. dépend aussi le produit. Si ton produit, s'il y a des failles et des bugs, c'est pas dramatique, ça peut le faire. Mmh. Nous, s'il y a une faille de compta, une faille métier, bah ça peut être dramatique pour. Enfin, ça peut mener à la fermeture d'un de nos clients, quoi, s'ils ont un problème de comptabilité. Donc, Bah tu ouais. peux pas te permettre d'avoir du code qui est pas relu, quoi. C'est OK. impossible. C'est trop dangereux en fait. Non, mais c'est un bon message parce qu'il y en a, ils disent: «J'ai plus besoin de CTO, je suis pas technique, je veux faire de la tech». Et Ouais. Alors ça, c'est encore une autre chose parce que tu as les développeurs qui ne relisent plus une partie de leur code. En vrai, il y a certaines parties que tu peux ne pas relire. Par exemple, nous, les tests, Mmh. je disais qu'on relisait tout. Les tests, typiquement, l'IA le fait mieux que nous. Et quand on va lui faire une batterie de tests, on va pas tout vérifier parce qu'en fait, juste il va tester unitairement les différentes parties de ton code. OK. Mais par contre, ceux qui sont en mode vibe coding et qui sont sur Lovable, etc., que tu as cité, moi, je comprends pas encore. Pour moi, c'est du bullshit. Ils nous mentent. Ils mentent tous à la planète. Tu peux pas sortir un SaaS en Non. 2 semaines, ça ne marche pas. On a Ouais. plein d'exemples de gens qui les ont sortis et qui ont eu énormément de failles de sécurité. Ouais. C'est un outil incroyable de prototyping. Exactement. Genre, Ça, je pour suis tester, complètement d'accord. pour avoir des UX, pour avoir des idées, c'est incroyable. Potentiellement pour sortir des projets avec un scope très réduit, c'est possible, je pense. Parce que quand tu commences à itérer une dizaine, vingtaine de fois, on Ouais. l'a tous vécu, ce truc de il n'arrive plus à rien faire. Mmh. Ouais. Genre, tu as une modale, tu peux même pas la refermer, enfin, tu peux rien faire, quoi. Donc Mm. là-dessus, c'est du prototyping, peut-être des petits projets à faible scope, mais le contexte fait qu'actuellement, ce n'est pas possible avec les mêmes actuels Mm. d'avoir des vrais gros projets Non. avec 50 000 lignes de code, je Mm. parle par exemple. Ouais, non, bah plus ça devient gros, plus le contexte il Ouais, explose, il c'est arrive ça. plus à faire. Enfin, c'est bien pour des petits projets du prototyping, comme tu Ouais. disais, mais dès que tu vas aller plus loin, bah, Mais très rapidement en plus. Ouais. C'est pour ça que moi, je me demande, mais quand vous faites même 2 semaines de Lovable, bah, moi, au bout de 3 jours de Lovable, je n'arrive plus à rien faire. Ouais. Alors, je Il suis n'y a plus complètement rien. bloqué, tu vois. Ouais. Et encore, vu que je fais que du prototyping, je fais que la partie client et Ouais. je vais jamais m'attaquer à la partie base de données, Mhm. sécurité, connexion, etc. Et genre, si tu commences à faire cette partie-là, je me dis, mais impossible d'avoir un produit, quoi. Ouais. OK, mais Non, je tu suis utilises d'accord. quand même Lovable pour faire des prototypages pour le front-end, par Ouais. exemple?
Ok, intéressant. Ok, c'est intéressant ça. Ce qu'on fait souvent dans l'équipe, c'est au début, on utilisait énormément Figma pour les maquettes. Et le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps, trop chronophage. Donc actuellement, on peut pas. On voudrait revenir sur Figma quand même pour avoir un design system qui est uniforme et avoir un produit qui est beau. C'est important pour nous. Ouais. Mais actuellement, en termes de temps, c'est pas possible. Tout ce qu'on fait, c'est que quand il y a quelqu'un qui a attribué sur un projet et qui va réfléchir au projet, il va toujours accompagner la réflexion de produit d'une maquette, que ce soit visible, pour pouvoir itérer dessus, pour pouvoir se représenter et avoir des idées un peu du X, parce que c'est le cœur de la guerre sur un SaaS, d'avoir une UX qui permet de bien travailler. Ah, ça, je suis complètement d'accord. C'est souvent négligé dans les sites un peu legacy, les vieux sites, les trucs un peu gros produits. T'es là. On prend l'exemple que tout le monde connaît, le site de la SNCF. Tu cliques sur la barre et t'es là. Donc déjà, tu arrives sur le site, tu dois cliquer sur la barre. Ensuite, il t'envoie sur un site, tu peux enfin mettre les villes. Enfin, c'est quoi ça? C'est pas efficient, c'est frustrant. Ça. Et encore, tu réserves peut-être, si tu prends beaucoup le train une fois par semaine. Voilà, mais déjà c'est frustrant. C'est déjà frustrant. Alors que quand tu travailles 5 jours par semaine sur ton outil toute la journée, c'est encore pire. Et que tu dois faire 5 clics pour juste aller chercher la quittance de ton locataire, en fait, tu deviens vite fou. Tu deviens vite très fou. Non, le X, c'est vraiment sous-côté. Hein. Alors maintenant, une petite question un peu plus fun. Pourquoi avoir entrepris en France? Parce que finalement, la gestion locative, il y en a dans beaucoup de pays. Donc pourquoi avoir choisi la France particulièrement? Pour le coup, la question ne s'est pas posée parce que la gestion locative, l'expérience qu'on a, c'est sur la réglementation en France. Et actuellement, notre produit, on ne peut pas le porter sur un autre pays. J'ai eu des calls avec des gens qui sont par exemple en Belgique. J'ai parlé un peu d'immobilier avec eux et ça change énormément. Et du coup, c'était juste, on perdait toute la valorisation qu'on avait de notre expérience. Ok, donc vous, ça fait vraiment sens de rester en France parce que votre expérience et votre outil sont vraiment dirigés vers le marché français. Exactement. Mais est-ce que vous avez des plans éventuellement? Bon, là, c'est futur, mais de vous dire, ok, notre produit est solide, est-ce qu'on peut essayer de l'adapter à une autre régulation ou à un autre système de comptabilité ou c'est vraiment tellement différent qu'il faut même faire un autre produit en fait? Alors, si tu étais investisseur, je te dirais bien évidemment. On va aller en Europe et on va aller dans un autre pays, que ce soit l'Allemagne ou quoi. Mais entre nous, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a une vision déjà sur 2-3 ans sur le marché de la France. On a une stratégie go-to-market qui est axée sur la France pour l'instant. On veut attaquer les gros acteurs à un moment, les franchises, etc. Mais pour l'Europe, on n'a pas une vision claire dessus. On pense que c'est possible. Techniquement, c'est pas impossible, c'est certain. Payname, par exemple, tu le citais, ils vont à terme s'attaquer dans d'autres pays, je le pense. Je pense que c'est possible, mais ça viendra dans le moyen long terme, peut-être dans plus de 5 ans, et compliqué de se projeter jusque-là. Non, je comprends, hein, c'est pour voir. Mais du coup, c'est fou de se dire à quel point il y a autant de différences entre les différents pays en termes de location, parce qu'on se dit on est en Europe, on est en l'UE, il y a beaucoup de similarités, mais c'est fou de se voir que ce domaine-là est vraiment complètement différent au point de te dire mais non mais je peux même pas. C'est horrible. Surtout que tu as la différence culturelle qui est compliquée quand tu arrives dans un autre pays. Et tu rajoutes ça en plus des différences sur la réglementation. Le 0 to 1 en termes de clients sur un nouveau pays, il coûte très 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 cher. Oui, c'est vrai que l'investissement initial pour aller choper ton client, il devient vraiment rude. Et surtout, là, vous êtes quand même relativement jeune, parce que je ne sais pas si on l'a précisé, mais vous êtes fondé en janvier, il me semble, de cette année. Ouais, donc c'est vraiment très jeune pour l'instant. Donc, penser à ce genre de marché, c'est un peu ambitieux s'il y a autant de différences. Exactement. Ok, je comprends. Et est-ce que vous avez intégré un accélérateur ou un incubateur de start-up pour vous accompagner ou pas du tout? Ouais, on est en incubateur depuis début septembre. Très rapidement. Ah ok. Et pourquoi vous avez décidé de participer, de rentrer, d'être accompagné par eux? Alors, au début, on a fait du full télétravail, on travaillait chez l'un, chez l'autre jusqu'à septembre. Et en fait, la question des bureaux s'est posée très rapidement parce que tu es moins efficace en fait comme ça. Et on avait besoin d'avoir un cadre, d'être ensemble tout le temps. En plus, on a recruté, donc quand tu recrutes, tu es obligé d'avoir des bureaux. Et du coup, nous, c'était vraiment une nécessité sur les bureaux. L'incubateur, c'est logique parce que ça coûte un peu moins cher que d'autres bureaux à Paris. Tu pourrais te débrouiller moins cher, mais souvent, c'est dans les prix, quoi. Et en plus, on pouvait bénéficier de cet accompagnement qui est toujours bien à prendre, même si ce n'était pas notre premier critère sur un incubateur. Donc, vous êtes rentré dans un incubateur pour avoir des bureaux? Surtout. Ah, c'est marrant. Mais ils les donnent gratuitement ou ça se passe comment? Non, c'est payant, mais c'est moins cher que... Souvent, c'est autour de 300 € par poste par mois. Ok. Ça peut être un peu plus cher, mais ça reste moins cher que d'autres bureaux que tu peux trouver, sauf si tu loues par exemple un appartement et que tu te poses dedans, mais après il faut que tu achètes le mobilier, etc. Ouais, ça prend du temps, c'est chronophage finalement, c'est ce genre d'option. Et là, tu arrives directement, les bureaux sont installés, tu as ta Wi-Fi, et directement on a pu commencer à travailler. C'était un gros gain à ce niveau-là. Et vous n'avez pas pensé par exemple à postuler à d'autres incubateurs, accélérateurs, peut-être en Europe ou aux États-Unis comme Y Combinator, ou ça ne s'est pas du tout posé comme question? Alors, en plus du fait qu'on n'aurait pas cette expertise immobilier qu'on a en France de se délocaliser, ça peut être compliqué. Moi, mes 2 associés, ils ont aussi des personnes à Paris, donc compliqué de partir plus loin.
Donc, c'est pas posé la question d'aller dans le parc en Ok, France. Après, on a postulé à plusieurs incubateurs. Ok. Et après, on a choisi aussi les bureaux qui nous plaisaient plus. ok, trop bien. Est-ce que vous avez tiré autre chose de l'incubateur que les bureaux finalement? Vous y êtes allé pour les bureaux, mais est-ce que vous êtes reparti avec autre chose que les bureaux? Enfin, reparti, vous êtes actuellement avec autre chose que les bureaux. Ça fait assez peu de temps qu'on y est. Du coup, je pourrais te répondre dans 6 mois. Oui, oui. Mais je suis assez convaincu qu'on va repartir avec des personnes Un réseau un peu. avec de nouvelles personnes. Mm. C'est un incubateur qui est très généraliste. On va pas repartir avec des opportunités business, Ok. mais je suis assez persuadé qu'on va repartir avec au moins des amis déjà en Ouais. vrai. Et c'est un peu le cœur d'entreprendre aussi, c'est de rencontrer de nouvelles personnes. Et déjà, ouais. Ok. C'est pas que pour les bureaux, on fait quand même des formations. Il y a d'autres startups qui font Ok. des masterclass, des choses comme ça. Mm. Et typiquement, il y a une boîte de SEO juste à côté de nous. On va aller en masterclass parce que sur ces sujets-là, on est moins au fait et ça peut être super intéressant. Et du coup, je pense qu'on va quand même en tirer des choses, bien évidemment. Ok. Mais le premier choix, c'était les bureaux. Et Ok. vous entraidez, c'est comment l'écosystème de start-up en France? Il y a une entraide particulière ou... Pas tant que ça. Ok. À voir, donc j'ai pas vu partout, mais j'ai quand même l'impression que les gens restent vachement de leur côté, que cette entraide-là, elle n'est pas non plus très naturelle. Ok. Enfin, c'est assez compliqué d'aller vers les autres startups, et puis souvent, tu as des problèmes qui sont tellement différents que tu vas rester un peu sur la surface. Et cette entraide, elle n'est pas très très présente. Ouais. Ok, c'est marrant parce qu'on a eu le retour assez Ouais. opposé à cette question-là sur une autre interview précédente, et où la personne nous disait que justement il y avait une grosse entraide, il y avait beaucoup de partage de connaissances et tout. Après, Et ça c'est dépend. marrant d'avoir. Après, oui, c'est vrai que cette personne-là, ça fait plus longtemps qu'elle est dans Ouais. l'écosystème, donc peut-être qu'elle a plus de contacts aussi, ou juste, à force, sur les 4 ans, elle a pu avoir plus d'expérience d'entraide. Mais c'est marrant de voir un avis qui est opposé Ouais. à ça. Ouais. En fait, C'est marrant. que ça se fasse naturel entre startups, j'ai pas l'impression. Après, Ok. par contre, entre cofondateurs, c'est Mm. très facile Ah, ok, d'être d'accord. accessible. Si tu as cofondateur dans ton LinkedIn et que tu envoies un message à un cofondateur, tu lui dis bah, j'ai ce problème-là, est-ce que tu peux prendre 15 minutes avec moi pour qu'on en parle 90% du temps, il te dit oui. Mm. Ok, donc il y a quand même un peu une sorte Ouais. d'entraide, mais par contre, il faut aller la chercher. Oui, il faut aller la chercher. Ok. Ça, c'est sûr. Et par contre, entre cofondateurs, souvent, il n'y a pas de mépris un peu de boîte où non, mais moi, j'ai levé une licorne, je ne vais pas aller te parler en fait. Et Ok. j'ai l'impression que D'accord. vraiment, les gens ne vont pas du tout juger ta boîte. Et par contre, à partir du moment où tu as le terme cofondateur, fondateur sur ton LinkedIn, les gens vont être super avenants pour pouvoir t'aider sur certains sujets. Oh, Bah, c'est trop cool ça bien. déjà. Ouais. Ouais. Et est-ce que vous avez levé de l'argent? Non. Non, on n'a pas encore levé de l'argent, mais on y réfléchit. Du coup, là, un de nos gros challenges actuellement, c'est de percer le marché. Du coup, d'aller voir notre ICP, donc nos clients idéaux, d'avoir un socle de clients important, d'avoir aussi les revenus récurrents annuels pour pouvoir se payer à terme. Mhm. Et une fois qu'on aura passé cette phase-là et on pourra donc voir de loin et ne pas avoir trop de pertes d'argent par mois, l'objectif, c'est de lever, je dirais, du coup, ça sera en avril 2026. Ok, donc ça veut dire que pour l'instant, vous vous autofinancez. Ouais. Ok. Et donc les recrutements dont tu parles, c'est des recrutements que vous payez de votre poche. Ouais. Ok, intéressant. Plus ou moins, donc avec des marges d'aide qu'on est en train de faire et de prêts à taux zéro qui ok. vont pouvoir compenser ces recrutements. Donc là, pour l'instant, c'est plus de l'avance. Et après, du coup, on va Ah. pouvoir compenser ces recrutements. Et les taux zéro, vous les avez eu à travers la BPI ou c'est une autre structure Donc qui... là, oui, on est en contact avec la BPI. Ok. Après, la BPI, pour le coup, nous, c'est plus une subvention qu'on cherche. Ok. Mm. Et après, on est en contact aussi avec d'autres organismes qui sont... là, on fait Réseau Entreprendre pour le prêt à taux zéro. Ok. Ok, et donc aussi avoir travaillé en tant que salarié pendant quelques années, ça vous a aussi... Parce que vous êtes à Paris, donc ça coûte cher la vie à Paris, donc je suppose que ça vous a aussi permis d'avoir de l'argent de côté, parce que peut-être là, vous ne payez pas de salaire, du coup. Mais en fait, en France, je pense qu'une énorme majorité des gens qui entreprennent au début, je pense au chômage. Hein. Donc nous, en fait, on a pu avoir cette rupture conventionnelle à partir de janvier. Ouais. Ok. Et c'est comme ça qu'on peut survivre. C'est pour ça que je disais que donc on a un objectif en avril 2026. C'est parce que le chômage arrivera à terme à ce moment-là. Et du coup, pour l'instant, nous, on peut vivre avec le chômage. Et l'objectif, c'est de pouvoir se payer pour pouvoir continuer la boîte après. Ok. Et du coup, oui, en fait, c'est même pas forcément le fait d'être à Paris, c'est vraiment le fait d'avoir travaillé avant. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais le fait de travailler permet d'avoir le chômage et d'avoir de l'argent pour entreprendre, c'est plus simple que directement après l'école. Ok. Et en plus, donc, tu touches une petite indemnité qui te permet aussi de compenser ta baisse de salaire. Ok. Et le chômage en France, c'est ça qui est incroyable, c'est que si tu montes une boîte, ils vont te laisser le chômage sur toute ta création d'entreprise si tu prouves que tu as créé ton entreprise. Ah bon? Ouais. Oui, en fait, et même dans les cas de démission maintenant, quand tu passes un certain nombre d'années, si tu démissionnes et que tu prouves que tu as un projet, tu peux quand même toucher une sorte, je sais pas si ça s'appelle le chômage aussi, mais en tout cas un truc qui est équivalent, qui ressemble un peu. Et tu as, je sais plus, 1 ou 2 ans où tu peux, probablement les chiffres, je les ai à côté, mais en gros, tu as une aide pour créer ton projet. Si par contre, il faut que tu passes par une commission qui prouve que tu as vraiment un projet.
J'imagine que ça ressemble un petit peu à ça. Ah OK, parce que j'étais complètement parce que je me suis dit, le chômage, c'était pas tu pouvais pas avoir le chômage et travailler en même temps pour ta Ah, start-up. techniquement, il ne retouche pas de revenus avec son travail. Ouais, en Je pense fait, que c'est ça, en fait. on a fait une déclaration sur l'honneur que pendant 1 an, on ne va pas se payer de salaire. Et Mmh. du coup, tous les mois, on doit pointer au chômage pour dire qu'on a travaillé tant d'heures chez Rivage pour 0 €. OK. C'est drôle. Je mets 200 heures et 0 € à chaque fois. Donc 200 heures, c'est juste pour un chiffre rond, mais Oui, voilà. Oui, parce que j'imagine que quand on est entrepreneur, on compte plus forcément au bout d'un moment, Effectivement. j'imagine. Quand c'est sa propre boîte, c'est autre Donc chose. ça veut dire qu'en France, il y a quand même un système d'aide qui te permet de survivre même quand tu te verses pas de salaire en tant que ouais, le chômage, c'est incroyable pour pouvoir entreprendre. c'est fou quand même. C'est vrai qu'on n'a jamais pensé à ça, de se dire, je bosse Mm. quelques années, comme ça, j'ai mon chômage, et après, le chômage me permet. Mm. Parce que même si tu n'as pas pu le mettre de côté avant, finalement, tu l'as mis à côté à travers tes cotisations qui te sont reversées après avec Ouais. le chômage. Et du coup, ça permet que tu as vraiment ces Ouais. retombées mensuelles qui peuvent t'aider à Exactement. avancer, quoi. Non, c'est intéressant comme approche. Ouais, en fait, je suis tellement plus dans le système français que je me suis dit: «Mais comment vous vivez en fait pendant Ouais. 1 an?» Ouais, c'est pas facile. Ouais. Surtout que le chômage, c'est du coup 1 an et demi. Ouais. Et après, c'est dégressif. Oui, après, c'est de moins en moins. Mmh. Donc, bon, pour le coup, on aimerait ne pas avoir cette partie dégressif. Ouais. Mais C'est l'idéal. même si on pouvait se payer, je sais pas, d'ici janvier par exemple, Ouais. on le ferait pas parce que en fait, c'est même pas rentable. On continuerait d'avoir le chômage pour Oui. pouvoir continuer à potentiellement recruter d'autres personnes. Et l'objectif, c'est de pouvoir. Donc, on a un objectif d'ARR en janvier, enfin en juin pour se payer. Ok. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans l'entrepreneuriat en France? Quel est le conseil que tu donnerais à ceux qui veulent se lancer ou à toi avant de te lancer? Alors, c'est une bonne question. Donc, nous, on est assez jeunes. Ouais. On n'a pas fait Ouais. encore énormément d'erreurs. Ouais. Comme je le disais, le fait de pouvoir tous faire du sales, j'aurais dit essaye que quelqu'un se focus dessus. Ouais. Il ne faut pas tous faire la même chose, sinon ça ne marche pas. Potentiellement, vraiment plus réfléchir à la valeur que tu veux sortir de ton produit pour pouvoir le vendre. Ok. Moi, je vous ai beaucoup parlé des problèmes qu'on résout chez Rivage, mais c'est quand même assez compliqué de le faire comprendre à un directeur d'agence de combien on va lui rapporter. Et, Ok. et de penser dès le début en arguments commerciaux, c'est super important. Pas forcément, ton produit il est bien architecturé, ton produit il est fiable, ton produit il est meilleur que les autres, il est plus beau que les autres. Ouais. Moi, des fois, j'étais en mode, mais votre produit il est moche. Le directeur Et d'agence, ça, c'est il des va me arguments dire, qu'ils ça- entendent? Ah non, ça ne vaut pas d'argent en fait. Ouais. C'est pas parce que ça me rapporte rien que ton logiciel soit beau. Ouais. Et du coup, de vraiment réfléchir comment tu vas monétiser ton produit et quelle valeur elle va transmettre à ton client. Et en fait, pour moi, ça c'est vraiment super important. C'est peut-être quelque chose qu'on a moins en tant qu'ingénieur. Ça, En je tant suis complètement qu'ingénieur, on d'accord. veut faire des produits qui sont beaux, des choses qui sont bien faites, qui sont carrés, qui sont solides, qui sont Ouais. fiables, mais on ne pense pas vraiment à la valeur qu'on va apporter. Oui. C'est quelque chose qu'on ne voit pas en cours à l'école, de la valeur que tu peux donner aux autres clients, et c'est primordial dans l'entrepreneuriat. En fait, c'est ça le business, globalement, c'est quelle valeur tu vas apporter aux autres. Et c'est pas parce que tu fais le meilleur produit du monde que tu vas apporter de la valeur. Ou en tout cas que tu arriveras à prouver que tu apportes de la valeur. C'est ça. Parce que finalement, le commerce, enfin, la personne à qui tu discutes n'est pas une personne technique et n'utilise peut-être Exactement. même pas tant que ça son outil. Ouais. Et du coup, tu es là, bah, oui, mais tu vois, tu peux gagner de l'argent parce qu'ils vont plus travailler. Mais ouais, Exactement. il faut lui montrer ça, il faut pas lui dire, ah, bah, je vais plus vite. D'accord, je vais Oui. plus vite. J'en ai rien à faire, moi aussi je cours plus vite. Ok. Et du coup, c'est quoi vos arguments commerciaux pour Rivage? Alors, en fait, par rapport, ça dépend les concurrents. C'est ça qui est super important, on se positionne par rapport aux autres concurrents, et c'est plutôt parce que c'est le début de Rivage, et du coup, c'est compliqué d'avoir des arguments massue pour tous les concurrents. Par rapport aux vieux acteurs, on a un logiciel qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus automatisé, et qui va te permettre de, par exemple, un gestionnaire, souvent c'est 200 à 300 lots qu'il va gérer. Un lot, c'est un bien en location. Ok. Nous, en fait, on peut retarder ce recrutement de 100 à 200 lots. Du coup, même si on est un peu plus cher, et encore, on est souvent dans le même ordre de grandeur, tu vas pouvoir recruter beaucoup plus tard grâce aux automatisations qu'on apporte. Des automatisations de relance, des automatisations sur le rapprochement bancaire. En fait, normalement, si tout se passe bien, tout va s'appeler, toute la compta va se faire automatiquement, et tu as juste besoin de regarder quand il y a des problèmes unitaires, et du coup, c'est les cas qui demandent quand même encore de la validation humaine. Sur les logiciels anciens traditionnels, on se positionne comme ça. Sur les nouveaux logiciels qui, eux, ont des automatisations aussi, souvent en termes de compta, c'est pas suffisant. On leur dit, ok, très bien, vous avez un logiciel qui fait plein de choses, mais sauf que en fait, quand vous voulez gérer votre compta, vous faites un export Excel et vous allez sur des logiciels traditionnels. Venez chez nous, votre export, vous n'avez pas besoin de le faire, tout est géré sur le logiciel, et vous n'avez pas besoin d'aller sur plein d'outils différents. Ok. Ça, c'est super important Ok. aussi. Le fait de ne pas avoir besoin d'aller sur plein d'outils, c'est quelque chose que les clients recherchent, à la fois parce que plusieurs outils, plusieurs pricing, tu es dépendant de plusieurs fournisseurs, et en fait, c'est pas que le cas dans l'outillage en termes de SaaS, mais c'est le cas dans plein de choses. Tu as envie de réduire le plus possible tes fournisseurs, et du coup, là-dessus, c'est nos arguments. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, et comment vous. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal sur le pricing. C'est super difficile de trouver le bon prix. Comment vous avez fait? Alors, petite anecdote, on avait fait un peu un pricing sur
un devis qu'on avait eu d'une autre, enfin de chez Manda, mais bien avant, parce qu'avant ils avaient un logiciel aussi pour la Koh-Lanta et après ils l'ont développé en interne, qui était à 10 € à peu près le lot. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, c'est bon, on sait à peu près que c'est 10 €, on va se positionner un peu en dessous et on est bon, tu vois. Enfin, le premier devis qu'on envoie, on nous répond, c'est pas possible, on peut arrêter toute discussion entre nous, c'est 3 fois ou non, c'est 7 fois plus cher que ce qu'on a actuellement. Une des erreurs qu'on a faites au début. Et pour le coup, après, on a fait une étude de marché où on a regardé les pricing dans la concurrence. Et aussi, on a regardé combien l'agence nous ça pricing par lot. Donc par lot géré par l'agence, on a regardé combien eux ils payent par lot déjà de base. Donc souvent, ces honoraires, c'est 10%. Si tu as un loyer, enfin, c'est entre 5 et 10%. Si tu as un loyer à 700, 900 €, tu peux regarder un peu ce qu'ils vont gagner sur un lot. Et du coup, tu peux essayer d'être en dessous de 10-5% pour être quelque chose qui est toujours viable sans être trop bas. Je pense qu'on a toujours quelque chose à travailler sur le pricing. Je pense qu'on est peut-être trop bas encore sur le côté un peu premium. Je pense qu'on devrait se positionner sur un côté plus premium. Ça, c'est toujours très compliqué. C'est quelque chose que si en école d'ingénieur, on n'apprend pas forcément, c'est de savoir se positionner et savoir connaître sa valeur. Si tu connais ta valeur, c'est beaucoup plus facile de mettre un pricing qui est haut. Et nous, du coup, on a un peu de mal encore là-dessus. On se met plutôt au même prix. Et du coup, tous ces trucs de négo, c'est assez compliqué. Ok, donc c'est quand même aussi un challenge pour vous là en ce moment aussi. Ouais, c'est compliqué. Et après, on va itérer dessus et en vrai, c'est avec l'expérience que tu apprends énormément. Ok. Et du coup, vous avez reproposé à votre premier client qui vous a refusé? Oui, on les a signés. Avec Avec un pricing d'évaluer, mais oui, les communications n'ont pas été totalement coupées. Ok, tant mieux. L'histoire est une belle histoire au final. Ça finit bien, ouais. Ouais, le premier, parce que j'imagine le premier devis, c'est toujours un peu tendu. T'es là, allez, je stresse, j'envoie et tout. Il te dit, ça coupe les ponts. T'es là, non. ça devient un peu la panique. On avait passé plein de temps sur le devis et tout, mais sur la forme plus, sur les arguments et pas sur le pricing, parce qu'on était en mode c'est bon. En fait, non, il faut se concentrer sur le pricing. C'est super dur. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit dans les YouTube. Donc, c'est qui votre type de client phare? C'est quoi votre ICP? Ouais, ICP, c'est quoi votre client Yes. Alors là, pour l'instant, notre ICP, c'est vraiment les agences digitales. Les agences qui ont un besoin d'outils nouveaux, d'automatiser pour réduire les coûts, qui ont besoin aussi de se connecter à d'autres outils via API. Ça, c'est super important. C'est un avantage concurrentiel qu'on a sur les autres qui est énorme, parce qu'on est les seuls globalement à avoir une API, parce qu'on a monté la boîte assez récemment. Donc en fait, au début, c'est facile et après, c'est beaucoup plus dur de la développer. Et du coup, ces agences digitales qui ressemblent en fait à l'agence Manda qu'on avait avant, qui veulent automatiser, qui veulent avoir de nouveaux outils. Pareil sur l'IA, c'est important pour eux parce qu'ils savent et ils sentent qu'il y a quelque chose à faire dessus. Ça, c'est vraiment notre ICP et c'est les premiers clients qu'on allait voir. Et après, c'est potentiellement les nouvelles agences qui se lancent, des gens qui sont plus au fait aussi des nouvelles technologies, qui ont moins de lots, ce qui est très pratique parce que nous, je n'en ai pas parlé, mais il y a un gros enjeu de migration. En fait, quand tu as une compta sur un logiciel, migrer toute ta compta, c'est très long. On a développé des algos en interne pour récupérer et faire une migration le plus rapidement possible. Mais même si tu vas beau avoir tout l'algorithme le meilleur possible, ça fait toujours peur. Parce qu'ils ont déjà migré une fois le logiciel et eux, ils ont peur. Et du coup, à ce niveau-là, on va taper les agences qui ont moins de lots. Du coup, c'est plus facile de migrer. Potentiellement, ils n'ont pas encore d'outils. Et du coup, là, on arrive et on est... S'ils sont encore sur Excel, qui arrive de beaucoup d'agences encore, des petites agences qui sont sur Excel, bah, nous, on arrive avec un logiciel qui automatise énormément de choses. Et du coup, là, on arrive en Messi et normalement, ça signe assez rapidement. Donc, c'est pour l'instant nos ICP, première cible qu'on vise, pour se faire une légitimité, pour se faire aussi avoir des clients et avoir une force commerciale plus importante pour après aller taper des agences qui sont plus classiques, plus de lots. Et enfin, sur une troisième phase, j'ai décrit les 3 phases de notre go-to-market. Sur une troisième phase, à essayer d'aller approcher les franchisés. Les franchisés. Ok. Donc, toutes les, pas forcément Foncia, mais par exemple la Forêt, etc. Toutes ces grosses agences, pour avoir potentiellement des pricing de gros et avoir énormément de volume. Ok, donc là, pour l'instant, vous vous focussez sur les agences digitales. Donc, vraiment assez modernes dans tout ce qui est traditionnel, pour l'instant, vous ne touchez pas. Bah, on touche pas, on va pas prospecter. Après, si on a des leads entrants, on peut quand même le faire. Et en fait, notre logiciel permet de le faire. C'est juste qu'actuellement, notre légitimité, notre ADN, des fois, va être plus compliqué sur les arguments commerciaux, sur les calls de prospection. Du coup, c'est pour ça qu'on se concentre là où on a le plus d'avantages. Il y a surtout l'API et notre utilisation de l'IA. Ok, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'agences digitales en France? Parce que j'en connais pas, personnellement. Est-ce que c'est un marché, parce que c'est vrai que tu as dit qu'il y en avait pas mal qui se font aujourd'hui, est-ce que c'est un marché qui est dynamique? Il y a beaucoup d'agences qui se créent, etc. Parce que c'est vrai que moi, je sais pas en fait. Alors il y a beaucoup d'agences qui meurent, beaucoup d'agences qui se recréent. Donc oui, c'est quand même assez dynamique. Il n'y a pas tant que ça d'agences digitales. Par contre, c'est des grosses agences. Je dirais qu'il y en a grosso modo entre 10 et 20. Mais en fait, nous, à partir du moment où on signe un client, c'est déjà énormément de revenus, parce qu'en fait, c'est des gros volumes. Ouais, c'est des gros tickets. Surtout que c'est des grosses agences souvent. Ces agences digitales-là, elles sont quand même,
assez peu. Donc, une fois que tu les as tous prospectés, tu peux plus trop avancer. Ouais. Et par contre, les nouvelles agences qui se créent, là, c'est beaucoup plus simple d'aller les prospecter. Et comment vous les voyez? Parce que c'est quoi votre funnel d'acquisition? Comment est-ce que vous voyez ces... Yes, on a plusieurs façons de faire. Déjà, on est allé sur les sites comme Papers, etc., voir les gens qui font de la gestion immobilière. Tu peux le voir dessus avec certains codes, etc. Et du coup, après, tu peux récupérer le directeur d'agence, faire un petit truc de scrapping qui récupère ça, qui va, avec de l'IA, faire une recherche Google juste sur les directeurs d'agence, récupérer les bons liens, avoir le LinkedIn, le numéro, etc. C'est trop bien ça. Et Mais vous l'avez fait en interne, cet outil? Ouais. Mais c'est trop bien comme outil. Hein. Ça, vous pourrez même le vendre, ça, je pense. Hein. Ouais. Ouais, il est pas très. Oui, mais bon, je suis sûr que vous pouvez productiser ça en On plus. pourrait. Si jamais vous avez un peu plus de temps en rap, Oui, je suis non, sûr que ça se productise, ça, parce ouais, qu'il y en a plein qui on rêvent pourrait. d'avoir ça. On pourrait. Mais du coup, grâce à ça, on peut avoir énormément de leads, surtout des nouveaux leads, en fait, des nouvelles agences. Et également, ce qui marche beaucoup, c'est les annonces de recrutement pour un gestionnaire ou un comptable. Et du coup, nous, souvent, on va répondre à ces annonces-là en mode écoutez, j'ai vu que vous me demandez du recrutement. Nous, on a déjà travaillé avec quelques agences qui, elles, on peut retarder leur recrutement grâce à notre logiciel. Est-ce que vous voulez qu'on parle de 15 minutes ensemble pour évoquer le sujet? Ça marche bien parce que directement, tu apportes de la valeur en leur disant que tu peux retarder le recrutement, du coup, gagner de l'argent. Et ça marche très bien aussi. Ouais. Du coup, les comptables vous Comptable détestent? oui. Après, ils ne le savent pas. Hein. Ils ne le savent pas, c'est juste qu'ils ne savent pas qu'ils ont raté une opportunité potentielle de travailler. Mais après, c'est juste qu'ils vont l'avoir plus tard, finalement. Peut-être plus sur le côté stratégique, parce que tu as parlé que tu t'occupes aussi du côté stratégique. J'ai vu que vous avez vous avez commencé à avoir des partenariats avec d'autres startups, par exemple Noki. Yes. Je voulais savoir en quoi ces partenariats sont stratégiques pour vous et aussi pourquoi les avoir fait entre guillemets si tôt. Parce que vous êtes quand même, ça fait pas si longtemps que vous existez, donc je me posais cette question-là. Yes. Alors, Noki, ça s'est fait assez naturellement. On a été mis en contact par un de nos clients en fait, eux, ils font de la mise en location. Nous, on fait actuellement que de la gestion et en fait, il nous manque un peu cette verticale de l'immobilier. Et eux, à l'inverse, ils ne veulent pas faire de la comptabilité parce qu'ils n'ont pas l'expertise métier. Et du coup, ils ont un peu la même ADN startup que nous. C'est très logique de s'intégrer. Pareil, ils ont une API. Du coup, c'était très logique de s'intégrer et de travailler ensemble. Si eux, ils ont un client, potentiellement leur dire qu'ils ont besoin d'une comptabilité, écoutez, moi, je travaille avec eux. Et nous, des fois, on a des clients qui nous disent ah, et comment on gère la mise en location? Ah, on a un client un partenariat qui, eux, font de la mise en location. Donc, eux, c'était très naturel. Et après, à un moment, on a été en recherche un peu de canal d'acquisition. On s'est dit potentiellement des partenariats d'apport d'affaires qui peuvent marcher beaucoup dans l'immobilier, parce qu'en fait, il y a énormément d'acteurs différents avec qui tu n'es pas forcément en concurrence. Et du coup, ils sont en contact souvent avec des agences. Et eux, vu qu'ils parlent avec des agences, ils ont ce besoin-là, des fois, de comptabilité qui est évoqué. Et du coup, ils nous ont dit, mais en fait, si vous résolvez ce problème-là, moi, je connais des gens qui ont un problème prédictif là-dessus, je peux vous faire un partenariat d'apport d'affaires. Donc ça s'est fait comme ça. Donc c'est qui ces gens, ces acteurs dans l'immobilier avec qui vous travaillez? C'est soit des courtiers, soit des assurances de loyer impayé ou autres. C'est des acteurs qui travaillent avec des agences directement. Et ça s'est fait assez naturellement. On n'est pas forcément allé les chercher. Mais en gros, on participe à un réseau d'afterwork dans l'immobilier qui s'appelle Trampoline. Qui est tous les mois. Et en fait, du coup, il y a énormément de gens dans l'immobilier qui viennent, que ce soit des éditeurs de logiciels, mais aussi, donc, par exemple, des courtiers, par exemple, juste des agents immobiliers, des agences. Et du coup, ça nous a permis de parler avec plein de gens. Et on a eu ces rencontres-là à ce moment-là qui nous ont permis d'avoir ces partenariats. Donc, pour le coup, ce n'était pas forcément une réflexion stratégique. C'est compliqué quand tu as fait moins d'un an de réfléchir déjà à cette vision stratégique. Mais en fait, vu que on a eu quelques opportunités, on s'est dit qu'il faut peut-être pousser là-dessus. Et du coup, on a développé quelques partenariats. Et ça marche? Vous réussissez à avoir des prospects au moins? Oui, ça marche. En plus, c'est de l'entrant. Du coup, tu n'as pas forcément besoin de donner de l'énergie une fois que tu les as signés. Donc ça, c'est très valuable. Mais l'arrêté, c'est que ce qui marche, le nerf de la guerre, c'est la prospection. Pas pour toutes les startups, mais en tout cas, quand tu fais un SaaS en B2B, au début, tu as très peu de visibilité. Les gens ne vont pas forcément venir te chercher. Il faut que tu fasses de la prospection. Il faut que tu montres que tu es là. LinkedIn, ça marche aussi parce que tu montres que tu es là, par contre. Mais il faut aller prospecter après, quoi. Ok. Et sur LinkedIn, vous avez une stratégie particulière? Parce qu'on a vu que vous étiez assez actif sur LinkedIn. Yes. Alors, on avait deux objectifs sur LinkedIn. Déjà, un objectif de légitimité, montrer qu'on existe, qu'on fait des choses, que ce soit pour les dossiers d'aide, pour soit les incubateurs et après les levées de fonds. En fait, c'est important de montrer qu'on est une boîte, qu'on est actif, qu'on fait des choses, des vidéos, que ce soit quali. Donc, cette image professionnelle qui sert également quand même pour les agences d'avoir une image professionnelle. Et après, on a été assez bourrin. Globalement, on a ajouté tous les gens dans l'immobilier. On les a tous harcelés, je pense que tout le monde fait pareil, tous les directeurs d'agence. Et après, on fait beaucoup de posts, beaucoup de posts. Le but, c'est d'avoir la plus de visibilité possible. Les lead inbound, on en a eu quelques-uns, mais il y en a moins. Mais par contre, après, on fait de la prospection sur ces gens qui vont liker 1, 2, 3 posts. On va faire aussi des commentaires sur certains posts de l'immobilier, des fois qui ont des problématiques de gestion locative. On dit super intéressant, premier paragraphe, j'en ai vu, on parle de leurs problèmes.
Et deuxième paragraphe, on dit ah ben nous chez Rivage, on fait ça. Donc ça marche énormément. C'est compliqué de trouver sur LinkedIn la bonne façon de faire. On itère toujours, mais en vrai pour une boîte qui a été créée il y a 7 mois, on a eu quand même pas mal le lead inbound via LinkedIn et je pense que c'est assez intéressant. Ouais, c'est trop bien. Mais c'est vrai que nous on est un peu dans le process aussi de commencer à poster sur LinkedIn par rapport à ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est pertinent de poster. C'est difficile de savoir où est-ce que tu commentes, quand ça fait sens. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose qu'on a résolu. Parce que tu vois, on essaye, bon, je pense que là pour le coup, vous avez plus d'expérience que nous sur LinkedIn. Et c'est vrai que c'est quelque chose où on ne sait pas trop qu'est-ce qui est pertinent ou autre. C'est pas évident. Et il n'y a pas beaucoup de feedback facile à avoir. C'est compliqué. C'est pas évident. C'est pareil, vous avez une page aussi sur Rivage. Mais pareil, la dynamique, qu'est-ce que je poste sur la page, qu'est-ce que je poste sur mon profil, comment je reposte et tout. C'est vraiment des questions qu'on a aussi. Vous avez appris quoi par exemple là-dessus pour l'instant? Moi déjà, je suis assez convaincu qu'il faut le moins possible poster sur la page. Après, ce qui peut être compliqué, c'est que tu es dans un secteur précis comme l'immobilier. Typiquement, Alex, qui est dans la partie prospection, donc c'est lui qui poste énormément, il va se retrouver avec un réseau LinkedIn uniquement d'immobilier. Donc si un jour il veut changer de secteur, c'est fini, c'est un peu chiant. Mais ça marche, c'était beaucoup plus mis en avant quand même. En tant que personne, plutôt qu'en tant que page. LinkedIn pousse pour que ce soit un réseau, pas de page, mais vraiment avec des vrais gens, ça marche beaucoup mieux. Donc là, si tu veux vraiment avoir une visibilité, c'est personal branding, globalement, j'invente rien. Et on fait quand même des posts avec la page pour avoir cette image un peu de page qui n'est pas vide et qui est sérieux, mais souvent on double les posts. On en fait un avec la page et un avec la personne. Et un autre truc que j'ai appris pour moi, faut y aller, il faut faire du contenu, il faut faire beaucoup de choses. Il ne faut pas hésiter à spammer. Ça, c'est un truc aussi. Spammer, ça n'a aucun problème. En fait, c'est pas grave. Tes posts hybrides, c'est pas grave. Oui, tu vas pas tu vas pas être blacklisté, quoi. Non. Et du coup, il faut vraiment spammer, ne pas hésiter à mettre des commentaires. C'est super important aussi de liker les gens, commenter, parce que du coup, tu leur donnes un peu de la visibilité et eux, ils vont te redonner, ils vont souvent commenter aussi. Du coup, non, ça, c'est super important d'être présent aussi sur ça. Après, faire du contenu, voir ce qui marche, changer les heures, changer les contenus, ne pas faire trop d'IA. Je vois qu'il y a des gens qui font trop des posts avec de l'IA et ça peut aider sur certaines reformulations, etc. Mais automatiser tous tes posts avec de l'IA, je vois plein de gens sur LinkedIn qui font des posts en mode j'automatise tout sur LinkedIn. Déjà, leur post n'est même pas fait avec de l'IA, ça se voit. Du coup, ils n'utilisent même pas leur propre outil. Et ça marche pas en fait. Parce que peut-être les gens ne veulent pas l'IA. Enfin, maintenant, on reconnaît. On utilise tous de l'IA 2-3 heures par jour, on sait reconnaître un texte qui est fait par IA. Nous, c'est vraiment un parti pris qu'on avait, c'est de l'utiliser éventuellement pour. On lui donne les différents points et après, il nous fait un truc, mais on reformule tout. C'est principalement moi qui les écris. Et c'est vrai que moi, dès le départ, au début, c'était un peu extrême, je les utilisais quasiment pas du tout sur certains posts. Il y en a que j'ai écrit complètement tout seul parce que des fois, je suis inspiré et j'y vais. Et des fois où je me dis, ok, j'ai l'enchaînement logique, mais j'ai un peu la flemme de l'écrire. Et en plus de ça, je n'utilise pas forcément ChatGPT parce que je sais que lui, son format d'écriture, tout le monde le connaît par cœur. Tout le monde n'en peut plus de lui. Moi, je peux plus le voir. Je vois un post qui commence comme ça, allez, suivant, je peux même pas le lire. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens, et on a même eu des feedbacks de gens qui me disent ah, c'est bien, vous n'utilisez pas l'IA. Je suis là. Alors, si, mais pas de manière aussi brutale que la plupart des gens le font. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de ras-le-bol des posts écrits au ChatGPT, c'est vrai qu'on sent un peu un ras-le-bol aussi. Ce qui me fait rire, j'ai vu un post il n'y a pas longtemps de oui, j'utilise encore des emojis. Et en fait, les emojis qui sont ultra utilisés par ChatGPT, du coup, ça saoule tout le monde. Et il y a plein de gens qui n'utilisent plus d'emojis, alors qu'en vrai, c'est bien, ça met de la couleur. En fait, mais non, il y a des gens qui l'utilisent plus parce qu'en fait, ça fait IA. Et du coup, tu essayes d'avoir. Pareil, tu vas faire des petites phrases assez courtes qui ne sont pas du tout ce que fait une IA. Souvent, c'est un peu plus long, un peu plus verbeux. Et du coup, c'est des techniques pour ne pas ressembler à de l'IA qui marchent. Mais c'est assez drôle de se dire que du coup, on essaie de se différencier d'une IA qui s'inspire de nous, quoi. Donc, c'est trop bien. C'est assez étrange comme approche. Dans un monde où au début tout le monde était là, oh c'est trop bien et tout le monde écrit, et il y a de plus en plus, et maintenant il y en a trop, et c'est l'inverse. Je pense qu'il y aura un équilibre, moins un autre, mais c'est vrai que là, puis bon, il y a des gens qui vont aussi commencer à l'utiliser et faire des textes qui sont pas forcément 100% IA. Mais c'est marrant de voir ça. Et du coup, vous avez une stratégie par rapport à votre personal branding ou pas du tout? Pour l'instant, assez peu. Pour l'instant, notre objectif principal, c'est de vendre. Et du coup, Alex, lui, il fait que ça. Donc c'est un peu du personal branding dans le sens où il va se renseigner sur l'immobilier, il va faire des posts qui des fois en parlent, etc. Donc lui, il a vraiment un peu du personal branding même là-dessus, mais moins sur les autres aspects qui sont plus par entrepreneurs, start-up et qui servent à la marque employeur pour le recrutement pour la suite. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va axer plus quand on va rentrer dans les démarches de levée de fonds et de recrutement. De gros recrutement, je parle, parce que si tu veux recruter 1 ou 2 stagiaires, tu n'as pas besoin de faire de marque employeur, parce que de toute façon, ils ne sont pas sur LinkedIn. Mais par contre, après, quand il y aura des recrutements de CDI ou des levées de fonds, ce sera super important de développer cette marque employeur startup tech de notre côté. Donc, on va parler de recrutement. Quoi les premiers postes que vous allez recruter? Ou que vous avez recruté parce que... Ou si vous l'avez déjà fait, que vous avez déjà recruté? Alors, ça, c'est une très bonne question. Donc, actuellement, là, on a recruté 2 stagiaires.
donc qui sont arrivés en début septembre. Notre réflexion à ce niveau-là, on avait ouvert 2 postes, un stagiaire bras droit CEO et un stagiaire software engineer. On a besoin de faire plein de choses. C'est pour ça qu'on a ouvert bras droit CEO, c'est pour toucher à pas mal de choses. Et on a aussi besoin de continuer à développer le produit. Pour le coup, on a eu des très bons profils côté bras droit CEO et des profils un peu moins bons côté software engineer. Mon explication un peu de ça, c'est que il y a un énorme besoin de recruter des développeurs en France, même dans le monde. Et du coup, tu as toutes les grosses boîtes qui mettent énormément d'argent dans le recrutement. Et du coup, en fait, ils sont spammés, toutes les ESN, etc. Et en fait, ils n'ont pas besoin de postuler. T'as essayé sur le groupe de l'NCMag? Parce qu'il y a, par exemple, moi j'ai recruté un stagiaire et il était incroyable. Oui, mais après le problème c'est que nous c'était un stage de césure aussi. C'était 1 an en fait vous visez? Ouais, et à l'NCMag, non c'est 6 mois, mais tu peux pas faire 1 an de stage. Ah, tu veux dire, ok, tu fais un stage de césure. En gros, ça veut dire que c'est un truc entre la 4e et la 5e année en fait. Là. Ah, ok. Et l'NCMag, personne ne fait de césure. C'est pas dans la culture vraiment de il y en a l'NCMag. peut-être une dizaine qui font ça, mais c'est très rare. Et souvent, c'est pas trop pour, c'est pour des trucs un peu techniques. Oui, ou ils partent à l'étranger, ils partent à l'étranger. Souvent, tu valides ta la mobilité. Ouais, la mobilité comme ça, tu vois. Mais du coup, très peu de l'NCMag à ce niveau-là. Peut-être il y a beaucoup de faire un stage de césure, ça enlève le nombre de personnes aussi, votre pool de personnes. Ouais, c'est sûr. Pourquoi pas avoir fait, je sais pas, 3 mois ou 6 mois de stage? 3 mois, selon moi, c'est pas intéressant, c'est trop court. Surtout dans des stages comme ça où ils ont besoin d'apprendre énormément. Parce qu'en fait, nous, il y a eu le premier mois, c'est une grosse partie, tu apprends ce que c'est l'immobilier, parce que personne ne sait vraiment ce que c'est l'immobilier. Donc si tu prends un tiers du stage juste à apprendre, peut-être que le deuxième, ça va être à apprendre le dev ou le. Enfin, tu peux pas en fait, c'est pas rentable pour nous. C'est rentable pour un stagiaire et on sera très content de le faire quand on sera une grosse boîte, mais pour l'instant, c'est pas rentable pour nous. Du coup, c'était 6 mois indispensables et pour le coup, on n'a pas eu le choix sur la césure. On a préféré un stage de fin d'études, mais juste on n'était pas dans les timings. Il y a très peu de stages de fin d'études. Ah oui, c'est vrai, parce que du coup, normalement, c'est février-mars. Ouais, c'est février-mars et là, vous êtes en septembre. Ouais. Ok, donc du coup, le bras droit du CIO, qu'est-ce qu'il fait et quel profil vous avez eu? Alors, donc, ce que je disais sur les software engineers, c'était des profils qui n'étaient pas très bons, mais par contre, sur les bras droits CEO, on a eu des très très bons profils. Et ça, j'ai été surpris. Et en fait, la raison, elle est assez simple, c'est que ils veulent entreprendre, ils veulent créer des entreprises, c'est que ça comme profil. Et du coup, ils ont envie d'être dans des startups les plus early possibles. Et en fait, nous, on se positionne trop bien parce qu'on est super early. En plus, en entretien, souvent, on est assez cool, on est vraiment ce côté jeune qui fait que les gens avaient envie de travailler, ça se sentait qu'ils avaient vraiment envie de travailler chez nous. Et du coup, on a voulu vraiment recruter des profils qui nous semblaient donc déjà très autonomes, qui veulent apprendre, qui veulent entreprendre. Ça, ils le disent à chaque fois, c'était un gros plus. Toutes ces caractéristiques-là, et aussi qui soient smart, connaissantes, qui vont vite apprendre et vite comprendre un peu le business. Donc ça, c'était très important pour nous. Et aussi, sur les entretiens, on a beaucoup axé sur l'IA. Parce que nous, on utilise l'IA au jour le jour, et on s'est dit, en fait, on veut des gens aussi qui savent déjà l'utiliser et qui l'utilisent déjà à l'école. C'est assez compliqué parce que je pense que les écoles doivent avoir la même problématique de comment on autorise l'IA en partiel. Nous, c'était pareil, comment on autorise l'IA en entretien, quoi. Alors, on disait, mais utilise l'IA, genre ouvre quand tu partages ton écran, ouvre ChatGPT à côté. Et du coup, on voyait leur façon d'utiliser l'IA, et ça, c'est ultra pertinent. Et en plus, le fait s'il va poser une question à ChatGPT et qu'il va répondre direct la réponse de ChatGPT, il n'a pas ce recul, il ne va pas challenger ce que dit ChatGPT. Ça, c'est red flag. Mais si par exemple, tu vois qu'il fait des bons prompts, qu'il va itérer et qu'il va te dire, bon, là, il m'a dit ça, je ne suis pas forcément d'accord, mais par contre, ça, c'est super intéressant, je vais le creuser. Déjà, tu vois qu'il est smart et qu'il comprend vite, et en plus, tu vois qu'il sait utiliser l'IA. Donc ça, c'est super fort. Pour la petite anecdote, on a un de nos stagiaires qu'on a recruté, qui nous l'a dit après, il avait fait un GPT custom de nous. Des 3 cofondateurs, et genre il lui avait donné toutes les ressources, les LinkedIn, etc., les profils, les CV, pour qu'il sache le plus possible sur nous. Et du coup, il lui avait dit qu'est-ce qu'il pourrait me faire comme entretien, quelles questions il pourrait me poser, etc. Et du coup, il avait un GPT qui nous connaissait par cœur de stalker pour réussir l'entretien. En vrai, s'il nous l'avait dit, on serait en mode mais c'est trop smart, trop stylé. C'est une bonne utilisation du coup, parce qu'il a réussi à faire en sorte de pouvoir avoir des réponses qui sont plus pertinentes. Exactement. Et ça, c'est vachement intéressant. Et du coup, ça montre qu'il sait utiliser l'IA. Bon, après, c'est compliqué de dire ça en entretien. J'avoue que quand tu sais pas quelle est l'approche en face, tu vas trop lui dire alors j'ai pas de ChatGPT, il vous a stalké jour et nuit. Non. Mais pour le coup, il nous l'a dit après, on était en trop bonne idée. Et comment vous avez créé votre interview? Ça ressemble à quoi une interview chez Rivage? Alors je me suis beaucoup inspiré de ce que je faisais, de ce qui était fait chez Manda. Parce que du coup, j'ai énormément recruté chez Manda. Quand on a levé des fonds, on a dû recruter une vingtaine de personnes. Du coup, je faisais genre 3 entretiens par semaine. Sur le
premier call RH, très classique, juste Ouais. demander les informations. Un autre entretien d'1 heure où là, c'est pour tout le monde la même chose, c'est 2 cas. Soit un cas produit, donc en fait, on va lui poser une problématique qu'on a eue chez Rivage. Et la côté business, c'est donc trouver peut-être une nouvelle voie business chez Rivage. Peut-être une façon d'avoir de nouveaux leads ou peut-être avoir un autre outil qui peut être pricé. Donc vraiment trouver une façon de peut-être faire du freemium, enfin trouver un truc business et creuser dessus pendant l'entretien. Donc c'est très très libre, tu peux partir dans plein de directions différentes et le but c'est de voir un peu comment ils vont, donc déjà quand on leur pose le problème, quand ils vont comprendre le problème, on leur donne un temps de réflexion, on va alors juste leur poser des questions pour aller sur ce qui est le plus pertinent dans ce qu'ils citent. Et du coup c'est un peu voir comment ils travaillent. Ok, donc ça, c'est que ce soit pour du software engineering ou pour le bras droit du CEO, Ouais. c'était la même chose. Ouais, exactement. Donc, c'est-à-dire qu'un software engineer ne peut pas juste il code et c'est très bien. Non, il doit avoir une réflexion Ouais, business, une réflexion produit. Ouais, nous on veut un développeur qui comprenne le business. On Ok. veut pas du coup on va le juger différemment bien évidemment. Oui. Mais par contre on veut qu'il ait cette appétence-là. Et on faisait quand même un entretien technique pour le software engineer en plus. Enfin, le pair programming qu'on peut faire sur un software engineer n'a plus trop de sens avec ChatGPT maintenant. Donc faut faire confiance. Si tu vois qu'il comprend bien et qu'il sort d'école, bon bah techniquement ça devrait le faire et tu peux faire confiance à ça quoi. Du coup voilà, et sur le deuxième entretien, là pareil il est commun à tout le monde. Faut que tu prépares à l'avance n'importe quel sujet. Tu dois en parler pendant 15 à 20 minutes. N'importe quel sujet. N'importe quel sujet. C'est plutôt un bon exercice en vrai. C'est devant les 3 cofondateurs, mais à terme on veut absolument garder cet entretien, mais devant toute la boîte. Quand on sera 20, ce qui arrivera dans longtemps, peut-être qu'on se posera la question de faire pas perdre 1 heure à 20 personnes. Mais quand on sera 5, l'objectif c'est qu'il y ait 5 personnes devant et qui écoutent et qui posent des questions. Donc c'est 15 à 20 minutes sur le sujet de son choix. Et après, c'est des questions, 20 minutes de questions sur vraiment le sujet. Et après, 20 minutes de questions, plus de fit. C'est vraiment quelque chose de. Enfin, c'est un cultural fit. Hein, c'est vraiment, on veut savoir si on veut travailler avec cette personne. Et comment vous avez eu l'idée de faire ça? Parce que ça, c'est la première fois que j'entends. Ouais, Lucas, une boîte de RH, une solution RH. J'ai écouté un podcast et c'est à peu près ça. J'ai copié un globalement. J'ai pas réinventé la roue. bien. J'ai entendu ça en podcast. Et du coup, j'ai dit ça à mes associés. Ils m'ont dit, mais trop bien, en fait, c'est une trop bonne idée, on fait ça. Mais je suis assez d'accord, c'est une super idée parce que c'est un exercice vraiment de parler déjà face à des personnes que tu connais pas forcément. Ouais. C'est déjà un exercice. S'exprimer clairement, c'est un autre exercice. Ouais. Et montrer que tu as su synthétiser des informations sur un sujet, c'est vraiment un autre exercice. Donc je pense Ouais. que c'est vraiment intéressant pour aborder plein d'autres choses. Exactement. Et après, répondre aussi aux questions. Du coup, ils vont aller creuser sur certains sujets, etc. Ouais. Après aussi, on précise, ne fais pas 15 minutes d'exposé sur tes vacances au Maroc. Tu vois. Genre, il faut quand même qu'il y ait un sujet qui soit un peu pertinent. On peut creuser, quoi. On peut avoir l'intérêt. Que ce soit pas que du descriptif. Exactement. Après, pour l'instant, ça marche très bien. Je pense quand même sur le futur qu'on va vouloir recruter des développeurs. Ça peut être compliqué. Souvent, les développeurs, ils ont des profils un peu plus introvertis. Du coup, c'est pour eux, par exemple, s'ils arrivent devant 5 personnes et qu'ils doivent faire un exposé, ça peut être plus compliqué. Donc peut-être avoir un barème différent. Par exemple, si c'est un commercial, juger plus la forme, tu tapes moins le fond. Et vice-versa, le software engineer, tu vas peut-être viser plus le fond. Et si la forme est plus compliquée, c'est pas très grave parce qu'il n'aura pas à parler des clients. Mais même pour des ingénieurs, finalement, je pense que c'est quand même un bon exercice parce que moi, par exemple, quand j'avais fait mon stage de fin d'études chez ARM, la présentation finale, elle était devant tous ceux qui voulaient venir. Ouais. Littéralement. En gros, j'ai présenté mon PFE face à tous les gens de l'entreprise qui voulaient voir. Il y avait combien de personnes? Entre 50 et 100. Ouais. Donc, tu vois, peut-être que c'est pas. Bon, c'est plus proche de 50 que de 100, c'est sûr. Mais je me souviens plus exactement, mais c'était une grande salle. Et ouais, c'était assez plein, quoi. Donc, mine de rien, tu te dis, ok, et ça, c'est un exercice qui vraiment m'a beaucoup appris. Et finalement, ma soutenance après à l'école, je vais pas dire que c'était rien, mais à côté de ça, bien sûr. Vraiment, la difficulté, j'avais pas du tout la même pression. Vraiment. Parce qu'en plus de ça, la soutenance, je l'avais fait en français à l'école et là-bas, c'était en anglais en plus. Donc, vraiment, on n'avait pas du tout le même stress. Et je pense que finalement, c'est un exercice qui t'apprend beaucoup. Et je pense que même quand tu es ingénieur et que forcément, tu n'as pas forcément parlé à des clients, apprendre à bien s'exprimer, quel que soit ton métier, c'est quelque chose qui est hyper important, je pense. En plus, on l'a pas en école, en prépa, on le fait énormément. Hein, ça nous prépare à ça. Et souvent, tu vois un peu la différence entre ceux qui ont fait prépa et ceux qui ne l'ont pas fait. Ça te forme énormément à l'oral. Ok. Ouais. Bon, moi, j'ai pas fait prépa, donc. Donc j'avoue que je n'ai pas forcément ce référentiel. Après, c'est pas. Non, bien sûr. Tu as fait prépa, tu n'as pas fait prépa, donc tu sais pas parler. C'est que quand tu as fait prépa, souvent, tu es beaucoup plus à l'aise. Ok. Ça, j'ai jamais fait le lien. Et pour le bras droit de CEO, ça m'intéresse, c'est quoi le profil? C'est des personnes en école d'ingénieur, des gens à l'université, des gens qui ont... C'est quoi le profil? Alors nous, on a eu énormément de candidatures d'écoles de commerce, Ok. majoritairement, et quand même pas mal d'écoles d'ingénieurs. Ok. Et là, les 2 profils qu'on a, c'est Central Lyon et Kedge Marseille. Et quoi? Et Kedge Marseille, c'est une école de commerce. Ah, je connaissais pas. C'est un groupe d'écoles de commerce, et du coup, là, c'est à Marseille. Donc, ouais, c'est les 2 profils qu'on a eu.
On a bien aimé avoir un profil ingénieur et un profil commercial, parce que du coup, ils travaillent beaucoup ensemble sur certains projets. Du coup, il y en a un qui apporte un peu la vision business qu'il a eu en école et l'autre la vision un peu plus carré, ingénieur, un peu cliché, mais vous voyez. Et du coup, c'est bien qu'ils travaillent ensemble comme ça. Mais quand même beaucoup plus de commerce à entreprendre. C'est quand même les gens qui sortent d'école de commerce veulent beaucoup plus entreprendre que faire ça, quoi. Ouais, non, ça c'est En sûr. moyenne, oui, complètement. Et du coup, vous avez quand même commencé à recruter assez tôt. Qu'est-ce qui vous a dit, OK, on a besoin de recruter? Parce que techniquement, vous êtes tous des devs, donc vous pouvez tous développer. Et bras droit du CEO, bon, je ne sais pas exactement, tu n'es pas rentré dans les détails de ce qu'il fait, mais. Nous, la réflexion qu'on a eue, c'est du coup, on a commencé les démarches pour les aides et prêts d'honneur, etc. Et en fait, on est en mode, on va avoir l'argent, comment on l'investit le mieux possible. On a assez peu de frais. En fait, nous, les frais, c'est les abonnements qu'on a et ça s'arrête là. Et si on veut investir de l'argent, en fait, c'est dans l'humain obligatoirement. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, bah, faut recruter 2 stagiaires. Enfin, de base, on voulait en recruter qu'un, mais on a eu 2 profils qu'on a beaucoup aimés. On s'est dit, il faut travailler ensemble, donc on en a recruté 2. Mais du coup, la réflexion s'est fait comme ça, à la fois donc pour est-ce que c'est le meilleur investissement de notre point de vue, peut-être qu'on changera d'avis dans 1 an, hein. Et aussi, nous, enfin mes deux associés, on porte énormément d'importance à l'aventure humaine. Nous, on a envie d'entreprendre, on a plus envie de créer une boîte à une vingtaine, trentaine, que de valoriser la boîte. On parle plus de nombre de personnes que de valorisation. On veut vraiment retrouver un peu ce qu'on avait chez Flatlocker avant. Donc une aventure humaine où tout le monde est inclus dans la boîte, tout le monde se sent appartenir à ce groupe. Et du coup, en fait, on s'est dit, c'est déjà en fait, avoir 2 stagiaires, on commence déjà. Notre objectif, c'est de ne plus jamais être 3, en fait. C'est après de recruter 2 stagiaires, puis après un CDI, etc. Du coup, c'est super important. Et en plus, on sait que ça nous challenge nous-mêmes. Parce que même si ça nous prend du temps, parce qu'il faut les accompagner, les coacher, le fait déjà de faire ça, on a fait plein de formations, ça nous a appris de nouvelles choses sur l'immobilier, globalement. Et en fait, ça nous challenge encore plus, on a encore envie de un peu les impressionner, leur montrer qu'on est là, et on a envie de les mettre dans le meilleur des cadres possible pour qu'eux aussi puissent être autonomes et apporter des choses dans la boîte. Courant cette aventure humaine, ça nous a boosté pour faire ça. En plus, on a eu l'incubateur qui arrivait en même temps, donc c'était trop cool. On arrivait, il y avait peu ce jour de rentrée où on était 5 arrivés dans les nouveaux bureaux, eux ils voyaient les mêmes bureaux en même temps que nous. Ça, c'était trop cool. Ok, donc c'est pas vraiment, t'as pas cette vision de la lean startup, donc c'est-à-dire la startup où il y a le moins d'employés possible. Par exemple, là maintenant, encore une fois aux États-Unis, c'est ce truc de qui va être la première entreprise startup à avoir une personne qui fait valoriser 1 milliard. Ouais, la licorne a une personne. Ouais. Ouais, la vision, les Lovable, les Cursor qui ont 300 employés, je vois très bien. D'un point de vue pragmatique, oui, c'est ce qu'il faut faire, hein. Mais c'est pas notre objectif premier. Ce qui est bizarre parce que typiquement recruter une équipe de développeurs, nous on vient de la tech avant, donc on voudrait, tu vois, mais j'ai l'impression que Greg et moi, donc qui sommes une partie technique, on pourrait faire tout le développement juste à nous, avec les IA. Donc ouais, ça va être une problématique qu'on va avoir dans quelques années, à voir ce qu'on privilégie, notre vision plus recruter une équipe ou notre vision plus business, quoi. Bon, il y aura un équilibre qui va se faire de toute façon à un moment ou à un autre. Bien sûr. Et est-ce que vous utilisez par exemple des agents IA pour vous aider à faire des choses que, en fait, grosso modo, vous remplacez les comptables ou vous délayez le recrutement? Est-ce que vous avez des outils qui vous permettent de faire ça au sein de Rivage ou pas du tout? Là, on est en train de développer un agent IA du coup, mais moins sur la partie comptable. Parce qu'en fait, la partie comptable, c'est tu peux automatiser beaucoup de choses, mais c'est plus dans la partie donc, des gestionnaires, eux qui vont traiter les demandes entrantes des clients. Donc, typiquement, j'ai un dégât des eaux, tu reçois un mail, tu dois traiter cette demande. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'être pris par l'IA énormément. On peut citer les intercoms, etc., Zendesk, qui sont en mode, c'est des solutions de ticketing, donc de résolution de demandes clients, qui utilisent énormément l'IA. Et nous, notre objectif, c'est de un peu copier leur modèle directement dans Rivage pour avoir un outil pour résoudre les demandes clients via IA. Donc, dans un premier temps, avec un copilot juste où il te dit tu peux répondre telle chose, tu valides et ça va te répondre. Un peu comme Cursor où en fait il te donne du code mais il va jamais l'écrire pour toi. Et donc c'est pas vraiment un agent IA, c'est plus un copilote IA. Après c'est dur d'avoir les définitions, mais du coup lui il va te dire tu peux répondre ça, tu réponds. Et quand on verra qu'il y a 99% de oui je peux répondre ça, on lui dira tu peux rendre ça automatique. Et l'objectif à terme, c'est qu'on puisse automatiser 80%, c'est notre objectif, 80% des tickets, et qu'il reste que 20% qui soient des demandes à forte valeur ajoutée, pas forcément en termes de complexité, mais en termes de relation client. Parce qu'en fait, tu peux répondre directement le plus rapidement possible à un mail si quelqu'un a un dégât des eaux chez lui, mais ça remplacera jamais un appel pour assurer, vous inquiétez pas, il y a un plombier qui arrive. Complètement. Et ça, c'est super important, mais en fait, la plupart des agences n'ont pas le temps de le faire.
Et quand je parlais de relation client, la satisfaction client qui est compliquée pour les agences immobilières, c'est souvent de la communication. En fait, si on te dit le problème va être résolu dans tant de temps et que tu as une vision, bah, tu es satisfait. Le problème, c'est que souvent, ils n'ont pas le temps de communiquer. Et du coup, notre objectif via cet agent IA, c'est de délibérer du temps, à la fois pour le responsable, le directeur d'agence, pour moins recruter, mais aussi pour avoir une meilleure satisfaction client. Oui, donc finalement, remettre l'accent sur la communication. Ouais, c'est ça. Ok, donc en parlant d'IA, donc moi j'ai lu sur votre site internet, je ne me rappelle plus exactement si c'était sur votre site internet ou page LinkedIn, que vous pouvez envoyer vous avez automatisé l'envoi des mises en demeure. Ça, franchement, c'est un peu pour moi un rêve. Genre, je trouve ça incroyable. Déjà, je voulais te poser la question, est-ce qu'il y a une API avec la Poste? Comment vous faites? Comment ça marche? Alors, pour le coup, il n'y a pas d'IA là-dedans. C'est juste de l'automatisation. Ok. Et donc, les mises en demeure, majoritairement, c'est pour les impayés, locataires. Et en fait, on a un système de relance impayé qui est 100% automatisé. Tu n'as pas besoin d'intervenir. Quand l'impayé est déclaré, tu as une date, par exemple, l'impayé le 5 du mois, s'il n'a toujours pas payé, il est déclaré en impayé. Tu peux mettre des relances automatiquement, c'est personnalisable à 100%. Bah, J+5, tu vas envoyer un mail, tel template. J+10, tu vas envoyer tel mail plus un SMS et par exemple un mail aussi au garant pour lui dire « Ah, faites attention, il ne l'a pas payé ». Et J+15, souvent, bah, c'est l'aide de mise en demeure qui est envoyée. Et ça, il y a beaucoup de services qui permettent du coup d'envoyer via API des aides de mise en demeure. C'est incroyable. Je ne savais pas que la Poste avait une API. Mais c'est pas la Poste pour le coup. Ah, ok. Ça sera pas la Poste, je pense. Mais c'est pour ça que je me suis dit, waouh, je suis choqué, la Poste a une API. Non, ok, pour le coup, notre prestataire, c'est MySoundInbox. Mais il y en a d'autres. Il y a Mercyfactor aussi. Il y a pas mal de fournisseurs là-dessus qui ont ce genre business, c'est les API en fait. Et il y a beaucoup de SaaS qui utilisent ces API-là pour envoyer des lettres de mise en demeure ou aussi des courriers ou des lettres électroniques si ça existe. Ok, trop bien. Et comment vous faites? Parce que là, il y a quand même un humain, même si c'est de l'automatisation, avant d'envoyer, je suppose, une mise en demeure, tu dois quand même checker le contenu. Ouais, après, c'est toujours le même. C'est toujours le même, du coup. Tu peux choisir que ce soit toujours le même. En plus, tu te tromperas moins. Du coup, nous, tu peux mettre des variables, par exemple le prénom du locataire, son adresse, tout ça. Et du coup, c'est complètement personnalisé. On a l'adresse, donc tout peut s'envoyer tout seul. Ok, d'accord. Donc, c'est juste de l'automatisation normale. C'est juste de l'automatisation. Ok, d'accord. Et en termes d'IA, où est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle dans votre outil? Alors, du coup, pour moi, j'ai vraiment une vision claire de moins tu peux utiliser d'IA, moins tu dois utiliser l'IA. En soi, si tu peux automatiser quelque chose avec la manière classique d'avant, il faut le faire parce que ça te coûte moins cher, tu auras moins de problèmes, c'est moins complexe. Enfin, en termes de maintenance, c'est mieux. Il y a tous les arguments de si tu peux le faire sans IA, il faut le faire sans IA. La réalité, c'est que sur déjà l'OCR, c'est un cas classique, mais si tu veux lire un PDF, tu es obligé d'utiliser l'IA. Donc ça, c'est un cas qu'on fait partout. On lit partout les pièces. Ça nous permet de tout automatiser, notamment la gestion des factures. Ça, il y a plein d'outils qui le font depuis déjà un moment. Et après, c'est surtout sur les demandes entrantes des clients qui sont pas du coup, qui sortent du domaine de l'automatisation parce que en fait, la compréhension du langage, qui est vraiment le propre des LLM. Et c'est là où c'est fort, c'est que s'il faut utiliser là où elles sont fortes, les IA, et elles sont fortes pour comprendre juste un texte et le traduire en données métiers. Et du coup, c'est là où on va lire un texte, on va assigner une priorité, potentiellement aussi un taux de mécontentement du client pour après les prioriser différemment. Si le propriétaire il est incendiaire sur le mail, on va potentiellement le mettre en priorité au-dessus. Et après, du coup, on va pouvoir le classer, on va pouvoir le dire à l'IA. Entre ces deux catégories, tu penses que c'est quoi, une demande administrative ou une demande technique? Et après, on a tout un arbre comme ça où l'IA va pouvoir choisir ça facilement et du coup catégoriser directement ce ticket et là proposer des automatisations. Et là, on ressort du cadre de l'IA parce qu'en fait, on a une catégorie sur le ticket, du coup, on sait quelles actions on peut faire. Si c'est un dégât des eaux, on va directement proposer un devis, on va directement proposer ça et là, on n'a pas besoin d'IA et on peut directement commander le devis automatiquement, on pourrait, tu vois. C'est pas encore quelque chose qu'on fait parce que pour l'instant, on laisse quand même l'humain valider, mais à terme, on voudrait que le devis, via la catégorisation du LLM, puisse être commandé automatiquement. Et comment vous faites pour être sûr que la catégorisation de l'LLM est correcte? Parce que c'est pas non plus super déterministe, même si tu peux mettre des conditions, etc. Ça peut être compliqué. Alors déjà, il faut absolument pas... déjà, il faut tester, il faut avoir un énorme set de tickets et de pouvoir tester, ça c'est super important. Et aussi, il faut limiter le nombre de réponses possibles de l'IA. Plus elle a le choix de réponses, plus elle va se tromper. C'est une grosse problématique sur les agents d'IA, souvent on leur donne trop d'outils et du coup ils ne savent pas quoi utiliser. Il faut vraiment réduire. C'est pour ça que maintenant il y a beaucoup de choses de pas avoir un agent IA, mais plein de petits agents IA qui ont juste peut-être 2 choix à faire. Moi, elles ont le choix, plus elles sont pertinentes et plus elles sont efficaces. Et là, je donnais l'exemple de demande technique ou de demande administrative. L'IA va pas se tromper sur un ticket. Ça n'arrive pas, par exemple, pour avoir fait parfois,
tu peux faire toutes les batteries de tests que tu veux, comme c'est pas déterministe. Parfois, tu peux avoir bon, c'est un cas parmi 1000 ou 10 000, mais tu peux avoir un truc qui ne marche pas. Après, oui, tu as toujours le cas zéro erreur, c'est pas possible. Ouais. Mais après, si c'est très très réduit et que tu l'envoies pas automatiquement, déjà, le problème est réglé. Et si tu l'envoies automatiquement, bon, bah, un jour, il y a un client qui va recevoir une mauvaise réponse. Ok. Pas si grave, parce que tu lui dis, on a un problème, un bug. Des bugs, ça arrive tout le temps avec les IA aussi avant. Donc, donc c'est pas si Ça grave. va toujours arriver les bugs, C'est ça. Ça arrivera toujours. Tu as un arbre de décision avec des décisions très réduites, un choix A, B ou C, et bah, en fait, ça réduit énormément le nombre d'erreurs. Toujours réduire le contexte et réduire le nombre de choix et d'outputs. Et ça permet d'avoir des IA qui sont. Enfin, si tu lui dis, vas-y, tu as toutes ces actions-là et décide de ce que tu fais sur cette réponse client, mais il va pas savoir quoi faire. Ça va faire des trucs un peu arbitraires qui étaient là. Mais comment t'es arrivé là? Après, c'est le cas pour l'instant. On ne sait pas comment vont évoluer les LM. Potentiellement, dans 2 ans, j'ai le discours inverse ils sont si fortes que j'ai juste à lui donner tous les outils et il va choisir les bons outils. Si on arrive à exposer le contexte, si on arrive, j'y crois assez peu. Je pense qu'il va y avoir un blocage sur le contexte. Mais là-dessus, je ne suis pas expert. Donc, bon, même sur le coût de l'énergie, au bout d'un moment, quand on voit à quel point c'est vraiment énergivore et les coûts vraiment pour avoir ces réponses-là sont tellement exponentiels que je pense qu'on va surtout avoir un problème de moyens au bout d'un moment. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais il faut être optimiste après. Mais c'est juste que c'est difficile de voir aujourd'hui avec les données qu'on a comment ça peut vraiment exploser comme ça. Et vous utilisez des modèles IA en particulier? Alors, on utilisait Mistral au début majoritairement parce que c'est français et qu'en plus, il y avait une API gratuite. Ah, ok. Et là, on a changé, pour être tout à fait transparent, c'est Google qui te donne des crédits sur l'utilisation d'API. Du coup, on l'utilise parce qu'ils ont des crédits. Et est-ce que c'est meilleur que Mistral ou... Vous n'avez pas vraiment vu de différence? En fait, ça dépend des modèles. En fonction des modèles que tu choisis, les pricing, en fait, tout se ressemble quand même. Mais en fait, il n'y a pas de modèles qui sont beaucoup plus forts. À part si tu veux faire des choses très techniques, si tu veux commencer à faire un logiciel de code, des choses comme ça, je pense que là, tes modèles, c'est super important. Par exemple, Claude est vraiment beaucoup plus fort que les autres là-dessus. Nous, c'est quand même sur des cas assez spécifiques de choix métier. En vrai, là-dessus, il n'y a pas des modèles qui sont bien meilleurs que les autres. Parce que finalement, les benchmarks, ils sont toujours selon un biais ou selon un angle, alors que vous n'avez pas forcément un angle qui est pris par ces benchmarks. Donc finalement, à moins que vous le fassiez vous-même, vous n'allez pas forcément savoir lequel est le mieux. C'est ça. Du coup, c'est plus une question de budget que vraiment efficacité. Et concernant la data de vos clients, parce que je suppose que vous utilisez leur data dans votre logiciel, comment ça se passe? Vous avez une database avec toutes leurs données? Alors du coup, donc déjà toute la database est anonymisée. C'est encore une grosse plus-value d'avoir commencé la boîte assez récemment, c'est qu'on a pris ce biais-là de le faire dès le début. Tout anonymisé, donc Pourquoi? les données pour tout ce qui est RGPD, au bout d'un moment, tu vas être confronté à ces problématiques-là. Et du coup, le faire dès le début, ça c'est beaucoup plus simple, parce qu'une fois que tu as construit ta base de données et que tu dois l'anonymiser, là, c'est plus compliqué. Par contre, sur nos datasets, là, on va encore plus anonymiser et vraiment tout randomiser pour que ça puisse être utilisé et qu'eux, ils n'aient pas de problème. Et après, par contre, sur nos contrats, on dit qu'on va utiliser ces données-là pour entraîner nos modèles. Enfin, pas vraiment nos modèles, mais nos algorithmes. Et les clients, ils réagissent comment à ça? Pour l'instant, il n'y a pas eu de problématique à ce niveau-là. Après, on n'a pas eu des 1000 clients, mais je ne suis pas sûr que ce soit non plus un sujet qui est très... les gens sont très, pour l'instant, sensibilisés. Voilà. Ok. Et donc, vous avez des databases structurées ou est-ce que vous utilisez par exemple des RAG? Parce que si vous avez une database, les données que vous avez doivent être de haute qualité, structurées, etc. Comment vous faites? Parce que je suppose que quand tu rentres tu es une agence immobilière, tout est sur Excel ou même pas parfois. Ça peut être compliqué, non? Surtout pour les migrations, tu parlais. Nous, on a vraiment une base de données structurée en SQL. C'est super important pour les performances. Et il y a un gros enjeu quand même sur notre SaaS, vu qu'on gère pas mal de données. Du coup, là-dessus, sur la migration, notre algo de migration nous permet à peu près de n'importe quel format de le récupérer, de le mettre dans le bon format. D'ailleurs, on utilise de l'IA là-dessus, où on lui dit tu récupères telle donnée, reformate-les dans ce bon JSON-là, et du coup, après, on insère en SQL. Et après, par contre, sur les datasets où juste on entraîne nos modèles, ça on fait un peu plus à l'arrache pour l'instant, on itère dessus. Vu qu'elles sont anonymisées, que c'est de notre côté à ce niveau-là, c'est moins important, quoi. Même si en termes de performance c'est moins fort, vu que c'est juste pour savoir si notre algorithme il marche bien ou pas, quoi. Donc là-dessus c'est plus de notre côté, quoi. Ok, trop bien. Et sur le RAG, je suis assez sceptique pour l'instant sur le RAG. J'ai vu pas mal de gens qui font un peu rétropédalage à ce niveau-là. Ça marche bien dans certains cas, mais pour moi, il faut faire quand même attention à ne pas trop l'utiliser. En fait, ça marche bien sur des gros textes. Si ta donnée elle est bien rangée en SQL, rien ne marchera mieux que de faire une requête en SQL. Et pour moi, le RAG, c'est un peu réinventé. Enfin, il y a des gens qui vont remettre toute leur base de données SQL en gros texte et l'indexer, mais en fait, la réalité, c'est que c'est pas toujours bien de le faire. C'est comme ce que je disais, c'est que quand tu peux ne pas utiliser l'IA, n'utilise pas l'IA. Il y a typiquement, si tu regardes sur Cursor, beaucoup de recherches qui sont faites en regex maintenant. Et ils utilisent
très peu de RAG en fait, Cursor. Alors que pourtant, ils ont une énorme base de données avec du texte brut. Pourtant, ils n'utilisent pas du RAG. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils peuvent faire des recherches avec du regex, ça coûte moins cher. Ça va super vite. Ça va plus vite, c'est ultra puissant. Pareil, le système de mémoire qui est implémenté sur ChatGPT, sur Cursor aussi, où en fonction de ce que tu lui demandes, il va interposer de la mémoire. Juste, il utilise aussi de la regex derrière. Et en fait, c'est plus efficace, moins coûteux. Le RAG, ça peut être très bon dans certains cas. Alors, typiquement, si tu as de la documentation, si tu as une FAQ, des choses comme ça, là, c'est très fort, mais c'est pas utilisé partout. Ok, mais parce qu'en fait, il y a aussi cet effort de devoir structurer les données que vous faites. Enfin, je veux dire, vous prenez des données qui sont potentiellement pas structurées ou de plusieurs sources différentes, et de devoir les mettre dans une database structurée, ça peut prendre du temps. Yes, c'est effectivement quelque chose qui prend du temps. Après, nous, on l'a fait dès le début, donc c'est juste le fait de le faire dès le début. Peut-être que ça aurait été plus rapide directement de le faire en RAG, mais j'ai l'impression que ça aurait été moins efficace, moins performant par la suite, quoi. Ok, mais est-ce que c'est scalable? Par exemple, chaque agence immobilière qui peut-être a déjà un outil qu'elle utilise, elle vient avec ses données et ses outils. À chaque fois que vous faites une migration, par exemple, vous devez travailler, enfin, pour chaque agence, pour chaque client différent, ça va être différent. En fait, c'est plus par logiciel concurrent, parce que nous, on fait des transitions d'un logiciel à un autre, et du coup, c'est par logiciel que ça va être différent. Et du coup, nous, en fait, l'export que va donner le logiciel, pour le coup, on a travaillé avec quelques logiciels pour l'instant, où l'export qui renvoie, parce qu'ils sont obligés d'envoyer un export, nous, on peut le migrer. Et du coup, en fait, on va avoir peut-être 10, 15 logiciels où on saura les intégrer. Une fois qu'on saura tous les intégrer, il n'y aura plus de questions là-dessus. Du coup, c'est pas chaque agence, c'est plus chaque logiciel. C'est pour ça que, une fois que tu le fais, et en vrai, maintenant, l'IA, même si l'export il est un peu douteux, va comprendre vachement les documents. Donc là-dessus, ça marche quand même très très bien. Ok, donc c'est un sujet que vous avez facilement. Facilement, Enfin, ça facilement, prend il y a du du temps, temps. mais Ok. Facilement. Sur la page Rivage, on a vu sur LinkedIn que c'est écrit prêt à développer ta gestion locative sans recruter. Et du coup, il y a des gens qui vont vous accuser de remplacer du travail humain par de l'IA. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors déjà, c'est majoritairement les gestionnaires qu'on va remplacer. J'ai travaillé 4 ans chez Manda, j'ai été pendant 4 ans proche de gestionnaire. Et le travail que ces gestionnaires faisaient, en vrai, j'ai pas de problème à le remplacer parce qu'il est pas agréable. Donc c'est un travail qui est très répétitif finalement. Très répétitif, c'est à la chaîne, c'est des demandes entrantes où les clients te parlent mal, propriétaires et locataires ils te parlent mal. Ça ne correspond pas à tous les gestionnaires. Il y a un travail de gestionnaire qui est intéressant parce que nous c'était full digital, donc ils ne bougeaient pas de leur bureau. Le travail de gestionnaire d'aller se déplacer, de constater un dégât des eaux, de rassurer la personne, de mandater un artisan, etc. Ça c'est quelque chose qui peut être agréable, même de faire des visites, des choses comme ça c'est un travail beaucoup plus humain. Et nous en fait on ne veut pas remplacer cette partie-là du travail, on veut remplacer vraiment la partie travail à la chaîne. Parce que quand tu travailles à la chaîne, du coup, notre agent IVA peut le faire. Et sur la comptabilité, on autorise quand même beaucoup plus de choses. Et après, le comptable, une grosse partie, tous les logiciels de comptabilité, tu utilises TP Inlane, veulent remplacer les experts comptables, mais en soi, ils ne veulent pas les remplacer à 100%. Ils veulent qu'ils gardent ce contact humain et plus cette facette de conseil. Ok. Et du coup, quel est ton avis de manière générale sur le thème du remplacement du travail humain par l'IA? Je dirais que c'est inévitable. Ok. Je dirais que c'est inévitable, que l'IA va faire mieux sur beaucoup de points et que on ne peut pas arrêter le changement. On pourrait potentiellement ajouter des lois, mais quel pays ferait ça? Peut-être la France, mais pas les autres. Donc en termes de concurrence, c'est très compliqué. Je n'ai pas la réponse à cette problématique. Après, normalement, l'IA devrait créer d'autres jobs. C'est toujours ce qui s'est passé. Et d'un côté, ça va remplacer aussi pas mal de jobs bullshit qui mériteraient d'être remplacés. Parce que bon, alors ça, on est bien d'accord. dans mon ancienne boîte, j'ai vu quand même pas mal de jobs où je me disais, bon, l'IA ferait mieux, est-ce qu'il ne ferait pas mieux de faire un autre travail qui est beaucoup plus pertinent? Il y a plus de valeur ajoutée finalement que nous, en tant qu'être humain, on apporte, comme le contact humain que tu as cité plusieurs fois. Par contre, je crois que c'est Elon Musk qui disait que bientôt, on n'aurait plus besoin de travailler. Enfin, il y a plein de gens qui disent ça, ça ne va pas du tout être le seul. Ça me fait un peu peur quand même, parce que pour moi, le travail, c'est quand même essentiel pour s'épanouir, etc. On n'a pas tous envie de travailler autant, ce qui est normal, mais c'est quand même toujours super important. On se définit quand même beaucoup par rapport à ça. J'ai vu qu'il y a pas mal d'études des gens qui ne travaillent pas, est-ce qu'ils sont heureux ou pas. Il y a des études qui disent que les gens ne le sont pas, d'autres qui le sont. C'est assez différent. Compliqué d'avoir une conclusion là-dessus. Mais moi, j'ai toujours en tête Wall-E, qui me fait quand même vraiment peur, où ils n'ont plus besoin de travailler. Et leur vie, elle n'a pas l'air super heureuse. Après, est-ce que la morale de Wall-E suffit comme argument? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas si c'est suffisant, mais c'est un point que tu amènes qui est intéressant. C'est est-ce que finalement, si on ne fait rien, est-ce que vraiment on est un être humain? Est-ce que vraiment on est heureux? C'est des questions qu'on peut commencer à se poser finalement. C'est vrai. C'est très compliqué de répondre, quoi. Là, on rentre dans le domaine de la philosophie. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord. On va parler un peu de développement personnel. Dans la vidéo présentation de l'équipe que vous avez fait sur LinkedIn, tu as dit qu'un des challenges était de passer d'une tâche à l'autre.
que tu avais maintenant en startup plutôt qu'avant à être seulement ingénieur. Ouais. Et du coup, c'est quoi les sujets sur lesquels tu as dû ou tu es toujours en train de te former? Bah, beaucoup de sujets, notamment de stratégie commerciale, donc de marketing, le LinkedIn, qui est SEO, AIO, c'est ça que ça s'appelle comme ça maintenant, Ah oui, pour, le référencement via IA. ouais. Beaucoup de sujets comme ça où j'avais pas forcément la vision, du coup, par le biais que j'étais juste développeur avant. Donc ça, important. D'autres sujets après qui vont arriver sur les levées de fonds, etc. Donc ça, c'est des sujets auxquels je vais devoir me former aussi. Le management, ça c'est très 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 important. Même si on n'a que 2 stagiaires pour l'instant, on a investi beaucoup de temps là-dessus. On a déjà fait des formations et tout, c'est des rares formations qu'on a faites d'ailleurs. Et on fait des points ensemble pour vraiment on est persuadé qu'un bon manager, ça fait toute la différence. Et du coup, voilà. Et c'est quoi pour toi un bon manager, du coup? Ça dépend énormément des gens que tu manages, Ok. dans quelle boîte tu es. Nous, on veut des gens qui sont le plus autonomes possible et qui vont être assez libres. Du coup, notre vision, c'est d'être absolument pas dans le micromanagement, mais d'être plutôt vraiment avoir une vision macro, d'aiguiller ces personnes-là et de juste déjà les écouter, leur poser des questions. Bon, comment ça va ta journée? Déjà, moi, je commence toujours par comment ça va, tu as passé une Ouais. bonne semaine? Et de lui dire, bon, bah, c'est quoi que tu as fait de bien, c'est quoi que tu as fait pas de bien, comment tu vois cette semaine? Des questions toutes simples, juste d'être à l'écoute, de demander ce qui s'est passé. De savoir dire quand bon, bah, savoir faire des feedbacks, que ce soit négatif et positif, c'est super important aussi. On travaille énormément sur les feedbacks positifs. Il faut savoir dire quand ça se passe bien et quand ça se passe pas bien aussi, bien sûr, mais quand ça se passe bien, c'est super important. Du coup, voilà. Ok, donc vous faites des points hebdomadaires avec vos stagiaires, ça se passe comment? Ouais. Ok. C'est 30 minutes. D'abord, du coup, on parle juste un peu de comment ça va, tu as passé un bon week-end, tu as passé une bonne semaine, histoire qu'il y ait quand même quelque chose d'une On a un système Docker, donc d'objectifs par mois, qu'on repasse dessus. On passe sur tout ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé sur la semaine. Souvent, c'est assez court, parce que si tu fais ça 30 minutes par semaine, tu n'as Ouais. pas des sujets à évoquer tout le temps. Et après, une fois par mois, là, on fait plutôt un déj de 1 heure, 1 h 30 ensemble, pour aller un peu de la pluie du beau temps. C'est toujours Ok. agréable. Et c'est super important d'avoir une bonne relation avec son manager, parce que quand tu as un problème, tu peux directement lui en parler et c'est agréable, quoi. Ouais. Ah, je suis d'accord, je trouve que les entreprises ont souvent tendance à vraiment négliger ce côté, Ouais. cet aspect humain du manager qui ça devient juste hiérarchique, et ça devient juste du tracking d'objectifs. Et tu parlais des feedbacks, et je trouve que c'est hyper important les feedbacks parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où finalement tu n'as que le négatif et tu n'as jamais de feedback positif. Alors c'est bien de Ouais. dire le négatif, je dis pas qu'il faut pas le mettre, mais je trouve que le feedback positif c'est quelque chose qui est vraiment sous-utilisé. Ouais. Quand quelque chose est bien, bah, Ouais. c'est important de le dire Clairement. et ça fait toujours plaisir finalement. Ouais. Et surtout qu'en plus, des fois, il est instantané. Genre, bah, là, tu sors de call, le call était très bien. Tu dis: «Ah, trop bien ton call, en vrai, super bien réussi, tel point, tel point, tel point». Et en fait, ça te direct après, tu te sens bien, quoi. Ouais. Ouais. C'est trop, ouais, c'est très, très important le feedback. J'ai l'impression que c'est moins la culture en France, alors que c'est important. Ouais, autre sujet dans les grosses entreprises, souvent les managers, c'est soit politique, soit des gens qui sont très experts dans un sujet et à un moment ils doivent monter. Et en fait, souvent, ça fait des mauvais managers. Ouais. Il faut quand même être bon techniquement dans ce que tu fais dans ton métier, parce que sinon, tu n'as pas la légitimité. C'est important de toujours faire un peu d'opérationnel. Mais en fait, il ne faut pas laisser des gens juste monter parce qu'ils sont bons, Ou parce qu'ils sont seniors. ou parce qu'ils sont seniors, ou parce qu'ils parlent bien. Pas quelqu'un Exact. qui est pote avec tout le monde, il ne va pas être bon manager. Non, ça ne marche Non. pas comme ça. Il faut les former, il faut les accompagner. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Ouais. Et du coup, nous, on veut se former le plus possible pour aussi nos futurs managers pouvoir les accompagner et les former là-dessus. Non, c'est super. Et j'ai une question, comment est-ce que parce que vous êtes au début, et donc forcément il y a des choses tu n'es pas sûr, tu es encore en train de te former. Comment tu fais pour être un bon manager et un exemple pour, par exemple, tes stagiaires en l'occurrence, alors que toi-même, tu es en train de galérer, que tu dois leur dire: «Ouais, tout va bien» ou «Ouais, je suis sûr de moi, tu dois faire ça» et derrière, tu es là en mode: «Pas du tout». Ouais. Alors nous, on fait un point, la seule réunion qu'on fait, c'est un point hebdo avec toute l'équipe où on parle de tout, vraiment absolument de tout, que ce soit les chiffres, etc. On est ultra transparent à ce niveau-là, sauf de nos doutes. Quand ils sont gros, quand ils sont minimes, on en parle quand même. Ouais. Mais là-dessus, on a un point fondateur juste entre nous et là, on va plus se lâcher et dire ce qui va pas bien, ce qui va pas. Par exemple, si j'ai eu un peu un point qui m'a saoulé par rapport à un autre de mes associés, on va en parler. Du coup, on enlève cette partie un peu négative qui n'est pas forcément importante, mais on parle quand même des sujets importants. Donc déjà, ça permet d'avoir toujours cette stature de on est à fond, on est enthousiaste. Et après, en vrai, c'est juste est-ce qu'on est sûr de nous sur notre boîte, est-ce qu'on a envie et si au quotidien, tu transmets cette énergie-là, ça marche. Puis moi, j'aime beaucoup mettre des petits objectifs. Du coup, on va toujours faire des petits jeux, des trucs comme ça. On a recruté des profils qui nous ressemblent, qui sont un peu chambreurs. Ouais. Du coup, on sait qu'on peut se permettre de faire ça. On leur dit par contre que c'est dans les deux sens. Nous, on va vous chambrer, mais chambrez-nous aussi. Ouais. Pareil, les feedbacks, j'insiste, faites-moi des feedbacks positifs et négatifs. Et je lui dis à chaque point, qu'est-ce que j'ai mal fait cette semaine. Ça, c'est super important aussi. Ouais. Mais ils te les disent parce que ça, j'ai l'impression qu'en théorie, on a envie d'avoir des feedbacks négatifs, par exemple de nos stagiaires ou des gens qu'on manage, mais en général, ils les disent pas. Oui, alors ça, c'est un vrai sujet, des micro-feedbacks, mais souvent, c'est quand même assez restreint. Et c'est toujours un peu enrobé. Du coup, c'est compliqué à ce niveau-là. Ça fait qu'un mois et demi
ils sont dans la boîte. Donc potentiellement, ça sera mieux dans 4 mois, potentiellement pas. Et du coup, là, il faudra réfléchir comment craquer un peu ce truc-là. Mais ça, c'est vraiment dur, même entre cofondateurs. Parfois, bon, vous vous connaissez, donc c'est plus simple, mais parfois, quand t'as pas envie d'être trop... Trop rude. Ouais. Bah, nous, on se connaît, on sait qu'on n'est pas susceptible. Enfin, on l'est, mais pas trop entre nous. Et on est amis dans la vraie vie. C'est ça qui joue. Et que, en fait, ce point fondateur-là, il y a un point dans la réunion de les retours qu'on a. Est-ce que telle réunion t'as été énervé? Est-ce que telle réunion ça t'a saoulé tel truc? Et vraiment, là, on dit les choses et il n'y a pas de débat, en fait. C'est genre, tu dis ce que tu ressens. C'est la parole non... Enfin, pas agressive, mais non violente. La communication non violente. Communication non violente, exactement. Et juste, on dit notre ressenti. Souvent, si la personne a eu un ressenti un peu désagréable à une réunion, tu t'excuses parce que en fait, genre, déjà, ça coûte rien et c'est toujours agréable. Et après, on en parle et on se dit, comment on pourrait améliorer cette chose-là. Et en fait, c'est juste ce process-là, il est très simple et il permet toutes les semaines d'enlever aussi des choses qui pourraient rester sur le long terme. Ouais, après, ça pourrit et c'est ça le pire. Mais c'est vraiment bien que vous faites l'effort de consciemment faire ces feedbacks-là, de faire ces points-là, de vraiment vous recentrer là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment pas souvent pris en compte et qui peut faire une différence énorme à long terme parce que quand tu commences à avoir des trucs qui sont non dits, qui commencent à pourrir, macérer, et c'est comme ça que c'est le début des mauvaises ambiances, etc. Et je trouve que c'est vraiment bien que vous faites. Bah, c'est un moment difficile toutes les semaines, mais du coup, c'est chiant. Mais du coup, c'est difficile, voilà, 5 minutes. Et après, ça va. Ouais. En plus, on le fait en début de semaine, du coup, après, c'est bon. Le lundi qui est toujours dans son rôle d'être le pire jour de la semaine, c'est parfait. On maintient. Ok. Et concernant l'école d'ingénieur, est-ce que ça t'a... Enfin, t'es content de ton expérience de tes études en général? Est-ce que ça t'aide au quotidien? Ou au contraire, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire? Alors, c'est une question compliquée. C'est nécessaire dans le sens où j'aurais pas eu le stage que j'ai eu et du coup l'expérience que j'ai eue via le stage, ça c'est certain. C'est le premier point que je dirais. Je suis très content de l'expérience humaine que ça a été l'école d'ingénieur, que ce soit en termes d'amis, en termes de moments. Je parle pas que de la fête étudiante, mais je parle aussi des moments de cours, des projets un peu intenses, les partiels qu'on révise la veille. Et bah, mes meilleurs amis actuellement, c'est mes potes que je suis en école d'ingénieur, donc ça c'est super important. Je me rappelle, il y avait un intervenant qui était président B2 il y a 5 ans qui nous avait fait ce discours-là au début de l'école. Je suis totalement aligné avec lui en fait maintenant. Moi, j'ai un profil moins scolaire dans le sens où je me suis moins donné dans l'école. Du coup, j'ai moins appris que par exemple ce que j'ai appris en école, enfin plus tard dans mon stage et après dans mon expérience professionnelle. J'ai beaucoup quand même appris en prépa et je trouve qu'on sous-estime ce que la prépa peut apporter en termes de rigueur de travail, de savoir comment travailler, tout ce qui est à l'oral, vu qu'on fait énormément de colle, on va souvent passer au tableau pour parler, structurer notre pensée. Et ça, c'est quelque chose qui est dur et qu'on nous apprend. On ne s'en rend pas forcément compte au début, mais après, on s'en rend compte quand on arrive dans les expériences professionnelles. Et nous, moi, je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai pas perdu mon temps à faire autant d'études pour le peu que j'ai appris? Parce qu'en fait, notamment avec l'IA, et encore, j'ai parlé avec des gens qui sont encore en école d'ingénieur, ils n'utilisent pas du tout l'IA, les technologies qu'ils apprennent sont plus utilisées. Parfois, tu te dis, bon... Après, les technologies, de toute façon, c'est certain qu'elles ne seront pas utilisées maintenant. Enfin, des fois, tu vas rejoindre une boîte où beaucoup de gens qui travaillent dans des grosses banques travaillent sur des technologies qui datent d'il y a 20 ans. Mais en fait, par contre, l'architecture, le logiciel, la technique, ce côté un peu ingénieur, il ne va pas changer d'une techno à une autre. Et en plus, je pense que ça va de plus en plus, avec l'IA, on va avoir moins en moins besoin de connaître la techno. Enfin, un truc tout bête, maintenant, on ne va plus regarder la documentation, on va demander à l'IA. Donc, on a besoin de moins connaître vraiment la techno, mais de comprendre un peu tout ça. Et vraiment, l'école permet quand même de comprendre beaucoup de choses. Pas toutes les écoles, mais en tout cas, celle qu'on a fait, je le trouve. Et après, d'un côté, tu as potentiellement perdu 3 ans, mais de toute façon, tu les as perdus. Donc, ça sert à rien de revenir dessus, c'est trop tard. Et après, quel conseil on pourrait donner aux étudiants? C'est compliqué de leur dire arrêtez les études, c'est un choix qui est trop dur. Non, je pense pas que ce soit ça. Mais c'est surtout qu'il y a des gens qui sont perdus. Par exemple, à NCMAG, tu as parlé avec quelqu'un qui en il n'y avait pas longtemps sur LinkedIn, j'ai quelqu'un qui m'avait contacté, il me disait, parce qu'il avait vu mon parcours, parce que du coup, j'avais fait travailler pendant 6 ans dans une entreprise dans la tech. Et après, je suis quand même parti faire autre chose. J'ai complètement tout quitté, je suis parti faire autre chose. Et il me demandait, mais c'est assez typique, qu'est-ce qui t'a fait ça? Et après, je lui ai dit que finalement, moi, j'ai fait ces études-là, ce parcours-là, un peu parce que l'environnement m'a poussé vers ça. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire? Tu vois, je sais pas trop. Et lui, il se pose un peu la question. En fait, il était un peu dans ce même chemin où il était là parce que finalement, il est au lycée, il est bon en maths, il sait pas quoi faire, il va faire scientifique. Il est en terminale, il sait toujours pas quoi faire. Il est bon, il va faire quoi? Une prépa scientifique. Il est en prépa, il sait toujours pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la meilleure école qu'il a eu sur le truc. Il est en école, il sait toujours pas quoi faire.
Et en fait, c'est ça, c'est que tu as l'impression de faire ses choix par défaut. Ouais. Et en fait, c'est ça le problème. Parce que je pense pas que les études soient une mauvaise idée, mais j'ai l'impression, moi, de mon côté, que c'est plus des choix qui sont faits par défaut, plutôt que d'être fait des choix conscients. Ouais. Et c'est ça, en fait, que je trouve un peu le piège. Je suis d'accord. Après, d'un côté, tu sors d'école, tu as 21-22 ans. Ouais. Tu fais 3 ans de travail, tu as 25 ans. Ouais. 25 ans, tu es super jeune. Ouais, bien sûr. Mais il y a d'autres pays où ils savent plus vite ce qu'ils veulent faire. Et je sais pas si c'est lié au système d'éducation. Est-ce que c'est lié à la société qui ne nous pousse pas forcément à choisir? Je sais pas, tu vois. Ouais. C'est une question ouverte, hein, je dis pas que j'ai la solution. Non, je suis d'accord. Mais je me dis, à 18 ans, 17 ans, même tu disais, tu connais pas la vie à 17 ans, t'es mineur, donc je ne vois pas comment tu peux entreprendre. Après, peut-être que je me trompe et que je suis vieux jeu déjà, mais je ne vois pas comment tu peux entreprendre à 17 ans. Genre, je pense qu'il y a différentes échelles d'entreprendre. C'est sûr, créer une entreprise comme tu fais, non, je pense pas. Mais après, est-ce que par exemple se dire, à 17 ans, on a la maturité de se dire, il faut que je fasse 5 ans d'études pour ça, alors qu'on sait même pas ce qu'on va faire. C'est ça aussi qui est... C'est difficile d'avoir un équilibre entre faire ces études qui finalement sont quand même des choix qui t'apportent plein de choses, et le faire parce que tu te dis, j'ai cet objectif-là, je vais faire ce diplôme-là, parce que je sais qu'avec ce diplôme-là, je peux faire ça, c'est ça que je veux faire. Et il y a un peu ce lien qui est difficile à faire, je trouve. Et donc, ce qu'on a dit, c'est peut-être fais des stages différents, fais plus d'expériences, parce que c'est là où tu apprendras le plus et où tu verras ce qui te plaît. Au moins, au pire, tu verras ce que tu veux pas. Ouais, parce que je suppose faire un stage à Rivage, je suis sûre que les gens apprennent énormément et ça les oriente aussi dans ce qu'ils veulent faire. C'est sûr. Vraiment, il touche à toutes les verticales de l'entreprise, donc après, tu peux itérer et changer, quoi. Ouais, tu peux apprendre plein de trucs. Et le CV permet quand même d'avoir une légitimité pour faire un peu tout ce que tu veux après. C'est plus facile après 3 ans d'avoir travaillé dans la tech ou dans n'importe quelle entreprise avec un diplôme de changer d'un coup que dans d'autres cas, quoi. Et après, d'un côté, moi je parlais de 17 ans entreprendre, tu t'en trouveras pendant 3 ans, de 17 à 20 ans. À 20 ans, tu seras beaucoup plus mature que la personne qui sort qui a 25 ans qui a fait le choix classique, quoi. Ah, mais complètement d'accord. Mais après, mais c'est un choix. Du coup, c'est parce qu'il a fait le choix et bon, il va galérer plus au début, mais après, il aura plus d'expérience. Mais là, du coup, c'est un choix qui est fait pas par défaut. C'est ça qui est intéressant. Même si c'est pas facile non plus. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné quand tu as lancé ta startup Rivage? Alors, le meilleur conseil, et on y pense assez souvent, c'est de ne pas oublier de célébrer toutes les petites victoires. Ok. J'y pense toujours, à chaque fois qu'on me pose la question, je sais directement que c'est ça. Tout bête, mais quand tu es dans ton tunnel, tu avances. Et je me rappelle, on avait ça en tête, mais pourtant, le premier client qu'on a eu, on ne l'a pas forcément célébré parce qu'on était en mode, il faut d'autres clients. Il faut qu'on avance et tout. Et même on était en mode, ce client on l'a signé, mais par contre, il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément produit, il faut qu'on les fasse. Et du coup, tu penses direct à ce qu'il y a après. Pose-toi, t'es pas à 20 minutes près, t'es pas à une soirée près. Tes associés, en plus, moi, c'est partie de mes meilleurs amis. Et des fois, tu es toujours dans ce tunnel-là à pas célébrer et tu perds un peu ce truc de pourquoi t'entreprends. C'est aussi pour ces petites victoires. Et de se poser, dire, cette soirée-là, on fait un peu une rétrospective de ce qui s'est passé. On fête ça dignement et on en parle et on célèbre, on profite du moment, quoi. Et en fait, tu peux vite, je pense, te retrouver à avoir entrepris pendant 2, 3, 4, 5 ans sans avoir vraiment célébré les petites victoires. Et en fait, la réalité, malheureusement, de l'entrepreneuriat, c'est que souvent, à la fin, ça réussit pas, tu vois. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent. Mais en vrai, la réussite, c'est d'avoir juste plus le chemin. C'est cliché de dire ça, mais c'est vrai. C'est le chemin qui est important. Donc, célèbre tout le chemin. Et c'est super important. Et surtout quand tu es en groupe en plus, que tu sois tout seul ou en groupe, c'est super important. Même si tu es tout seul à entreprendre, ce qui peut être plus dur, célèbre avec tes proches. C'est sûr que tu es bien entouré et que tes proches seront heureux de célébrer tes petites victoires avec toi parce que c'est trop bien. Et c'est quoi la dernière petite victoire que vous avez célébrée? La dernière petite victoire qu'on a célébrée, c'est l'arrivée des stagiaires. Enfin, c'est plus la fin de l'onboarding, on est en mode trop bien, au bout de quelques semaines, on s'entend super bien avec eux, c'est trop bien, et du coup, on a célébré ça avec eux. Et la prochaine, ce sera sûrement un objectif qu'on a parmi tant d'autres en termes commercial. Trop bien. Et c'est quoi le pire conseil qu'on vous a donné en lançant Rivage? Ne pas monter de boîte avec ses amis proches. Voilà, t'as un peu d'excuses, montez des boîtes avec vos amis. Pour l'instant, tu sais pas encore, mais je te dis pas que ça n'a. Moi, j'espère que ça se passera le recul pour le savoir. J'espère que ça se passera bien en tout cas. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce que les gens peuvent te retrouver Rivage s'ils sont intéressés, si jamais il y a des gens qui nous regardent qui sont intéressés, où est-ce qu'ils peuvent retrouver Rivage et te retrouver aussi toi sur les réseaux, sur Internet? Yes. Déjà, on a une page LinkedIn, rivage.imo, où on poste pas mal de contenu. De mon côté, Antoine Baranco, des fois, je poste aussi sur LinkedIn. Et pour avoir accès directement au site Ritirine et potentiellement nous contacter, rivage.imo, vous trouverez normalement directement sur Internet. On mettra tout en description. Ok, et quelle est la personne de ton entourage que tu admires le plus dans l'entrepreneuriat et que tu penses qu'on devrait interviewer? Alors ça, c'est une bonne question. En vrai, je pense que c'est un de mes deux associés, mais du coup, je dois choisir entre les deux. Que j'admire le plus, je pense que c'est un de mes deux associés.
Ok. Ok. Mais sinon, Euh, les 2 associés, ça marche aussi comme réponse. Hein. Tu peux pas choisir. Si tu veux Ça, pas- je peux répondre les 2 associés. Tu peux répondre ce que tu veux, c'est ta réponse. Je pense que ce serait soit mes 2 associés, Ouais. soit donc on a eu 2 cofondateurs chez Flatlooker. Ouais. Du coup, ça serait un des 2 cofondateurs chez Flatlooker. Il s'appelle comment? Du coup, Nicolas Goyer qui était parti plus, c'était mon manager à l'époque. Ok. Et qui est très, 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 très smart. Ok. Ok. Et vous avez encore contact? Ouais, c'est un de nos mentors. Oh, Ok. trop bien. Ouais. Trop bien. Et du coup, voilà. Ok, parfait. Eh ben on note. Bah en tout cas, merci à toi d'être venu pour cet entretien. C'était super sympa, cette interview. Merci à vous Ouais. pour l'invitation. Bah écoute, avec plaisir.